Bon, ben, merci beaucoup pour cette nouvelle séance. Donc on a le plaisir, d'avoir, Magali Besse, de l'entendre aujourd'hui. Donc Magali est, docteure en droit. Elle a fait une thèse, intitulée «Les transitions constitutionnelles démocratisantes, analyse narrative à partir de l'expérience du Bénin», qui a été soutenue en 2017. Je ne sais pas si ça a été publié. Est-ce qu'elle a été publiée? D'accord, sous le même titre? Exactement, tout à fait. Sous le même titre. Donc voilà. Et puis Magali est aussi directrice de l'IFJD depuis 2013. Elle est spécialisée dans l'étude des transitions démocratiques, de la justice transitionnelle, et elle s'intéresse particulièrement à la problématique du genre et à la prise en compte et la participation des femmes donc, dans les mécanismes de justice transitionnelle, en ce qui concerne en particulier les violences sexuelles. Magali intervient également tant sur le plan stratégique qu'opérationnel, avec des visites pour l'IFJD régulières en Centrafrique afin de coordonner la mise en œuvre de projets donc, qui sont développés par l'IFJD. Et plus récemment, elle était pour la question des Hauts indiens, j'imagine. Donc on fait cette séance en ligne de façon un peu exceptionnelle. Aussi parce que le HESS est toujours fermé suite à mobilisation des étudiants et des enseignants-chercheurs sur Palestine. Donc aujourd'hui, Magali, tu vas nous proposer une communication sur le jugement des femmes par les tribunaux pénaux internationaux, avec deux exemples, donc qui sont Biljana Plavšić de la République de Serbie et Paul Nyiramasuuko du Rwanda. Donc TPI grec et TPI. Voilà, je donne la parole. J'ai téléchargé ton PowerPoint, donc voilà, la parole est à toi. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Donc oui, effectivement, je suis arrivée à la justice transitionnelle par l'angle des transitions démocratiques. Donc ça, c'est un peu, c'est une particularité. J'ai commencé par faire du droit constitutionnel et à essayer de comprendre comment il pouvait accompagner la démocratisation. Et ça m'a amené forcément à réfléchir à l'articulation avec la justice transitionnelle. On en parle depuis le début du séminaire, mais donc la justice transitionnelle, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes qui permettent de traiter les violations massives des droits humains. Et donc et qui repose sur les 4 piliers, notamment conçus par Louis Joinet, que sont le droit à la vérité, à la justice, à la réparation et à la non-répétition. Donc, je vais juste faire un petit rappel sur la justice transitionnelle parce que justement, là, je suis arrivée en fait à m'intéresser à ces deux affaires, non pas sous l'angle, parce que je ferais du droit pénal international une spécialité, mais parce que je travaille sur la justice transitionnelle et en particulier la place des femmes à différents niveaux. Et donc, ça m'a amenée à m'intéresser à ces deux affaires. Mais donc sous un angle de justice transitionnelle, et donc on y viendra à la fin, mais avec l'idée aussi de réfléchir à qu'est-ce que disent ces deux arrêts. Enfin, c'est à la fois première instance et appel pour Pauline Nyiramasuuko en matière de justice transitionnelle et de la place de la justice pénale internationale en matière de justice transitionnelle. Donc au-delà de ces 4 piliers, effectivement, ce qui va caractériser la justice transitionnelle et donc qui va être qui va être au cœur aussi là des réflexions, c'est la particularité des objectifs de la justice transitionnelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment face à une justice dont la finalité n'est pas d'abord la condamnation des auteurs, mais d'abord la participation au changement. Donc, bien sûr qu'il s'agit de satisfaire les droits des victimes, vérité, justice, réparation, non-répétition, mais du coup, l'objectif, il est aussi très collectif. L'objectif à la démocratisation, à la construction d'une société nouvelle. Et ça va s'ancrer aussi dans la manière dont va être traiter le passé, et donc avec une volonté aussi de comprendre le passé, d'expliquer le passé, d'expliquer les violations, qui ne va pas seulement être utilisée pour établir ou ne pas établir la culpabilité d'une personne. C'est-à-dire qu'on a vocation aussi à réfléchir à de manière systémique qu'est-ce qui a pu causer les violations, qui les a commises, pourquoi, dans quel but, etc.
Donc ça, c'est vraiment, je pense, un aspect qui est essentiel de la justice transitionnelle, c'est-à-dire cette finalité transformatrice, plutôt que sa finalité rétributive qui est pas neutre, hein, aussi dans la transformation, mais qui est pas l'objectif forcément ultime. Donc, c'est ce qui explique aussi la diversité des instruments. Donc là, vous avez une slide rapide, je ne vais pas du tout détailler tout ça, mais l'idée, c'était aussi de replacer, pour ceux qui ne seraient pas juristes ou qui connaîtraient moins, de replacer un peu les tribunaux pénaux internationaux dont on va parler dans le spectre global de la justice transitionnelle. Donc on voit bien que quand on regarde cette slide, on voit bien qu'il y a une infinité de mécanismes possibles. En plus, on peut les panacher, les combiner entre eux. Et donc, on voit bien que c'est pas du tout l'instrument qui fait la justice transitionnelle, mais c'est bien plutôt le contexte et l'objectif. Et c'est ce qui explique ce qu'on voit depuis le début du séminaire, c'est-à-dire que la justice transitionnelle va soulever des questions particulièrement riches sur le plan académique, puisqu'elle va se situer à la confluence des disciplines, droit, sociologie, histoire, sciences politiques, psychologie, philosophie, etc. Mais qu'elle va aussi soulever un grand nombre de questions pratiques pour les actrices et les acteurs qui vont être chargés de mettre en œuvre ces processus de justice transitionnelle, mais aussi du coup pour les milliers, voire les millions de victimes et les différents participants à ces processus qui vont bien souvent découvrir ce qu'est la justice transitionnelle au moment même où la justice transitionnelle se met en œuvre, et donc avec à chaque fois des innovations et en même temps la difficulté aussi de il n'y a généralement pas de recul en fait sur la manière dont on va faire de la justice transitionnelle. Donc souvent on essaye, dans le meilleur des cas, on essaye de faire au mieux. Et ensuite on peut observer les résultats qui sont obtenus. Mais c'est compliqué d'anticiper effectivement tous ces résultats. Mais cette justice transitionnelle, évidemment, elle est aussi le reflet du contexte social et politique dans lequel elle s'exerce. Et donc, à ce titre, l'étudier par le prisme de la place des femmes est aussi porteur d'enseignements, tant pour la justice transitionnelle elle-même, que sur la condition des femmes, à l'inverse, donc sur la condition des femmes aussi dans le cadre de ces processus et dans le cadre des contextes post-conflit. Ce qu'on observe, c'est que, effectivement, en dépit d'importants progrès, les femmes peinent encore aujourd'hui à voir reconnaître et réparer les violations spécifiques et nombreuses qu'elles peuvent subir lors des conflits ou des dictatures, et notamment tout ce qui concerne la problématique des violences sexuelles, mais aussi tout ce qui concerne les violences économiques, puisqu'on sait que les femmes vont bien souvent se retrouver dans ce type de contexte suite au départ des hommes responsables ou chefs de famille, et donc déplacés, et donc subir aussi beaucoup de violences économiques et sociales qui sont de manière générale assez encore pas suffisamment en tout cas prises en compte par la justice transitionnelle. En revanche, et presque à contrario, les femmes sont aussi trop rapidement souvent associées à la figure de la victime, au sens où elles sont trop souvent résumées à des victimes. C'est-à-dire qu'on en arrive à oublier, à travers ce prisme notamment des violences sexuelles, que les femmes sont également des actrices. Alors, dans ce type de contexte, elles ont souvent une action de réconciliation et de pacification. C'est-à-dire qu'on observe qu'effectivement, comme elles sont souvent assez éloignées des pouvoirs militaires et politiques, et qu'elles subissent aussi de plein fouet des conséquences des conflits, les femmes vont souvent jouer un rôle assez important pendant le conflit et pendant sa résolution pour renouer des liens, notamment au niveau communautaire, et donc avoir un rôle qui est extrêmement important. Le problème, c'est que comme souvent, dans beaucoup de cas, leurs actions vont être assez occultées, et surtout, elles vont avoir du mal à prendre part au processus de décision qui se joue au plus haut niveau. Même si on a un certain volontarisme du droit international en la matière, et notamment la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a tout un tas de corollaires spécifiquement dédiés aux périodes post-conflit, en dépit des règles ou des recommandations qui sont fixées, voilà, on a encore bien souvent une participation des femmes qui reste trop faible, et aussi avec la problématique de ces femmes ne représentent pas toujours quand il y a des femmes, elles ne représentent pas toujours les femmes, mais elles peuvent aussi représenter des partis politiques, des groupes armés, etc. Et donc, bien souvent, en fait, la visibilité des femmes et de leur rôle durant la dictature ou durant le conflit va rester
assez méconnue. Parce qu'en effet, cette absence, en fait, au-delà de la question évidemment du principe d'égalité et du refus de la discrimination qui justifierait à eux seuls que les femmes participent au processus, leur absence, elle va avoir des conséquences des conséquences concrètes, en occultant en fait ou en empêchant la prise en compte du vécu spécifique des femmes durant la dictature ou durant le conflit armé. Et donc, en fait, on a tout un pan aussi, on a toute une partie de la réalité, en fait, et donc du vécu d'une grande partie de la population qui va souvent être bien moins mise en avant ou bien moins partagée que le vécu que peuvent avoir les hommes, et notamment puisque durant ces périodes, on a parfois, notamment durant les conflits armés, on a bien souvent une séparation qui va se jouer entre les deux. Alors, l'absence des femmes, elle va aussi avoir un impact sur la participation des autres femmes. Et ça, c'est aussi un problème, c'est-à-dire qu'on sait que bien souvent, la participation des femmes, elle est aussi encouragée par le fait que les femmes sont représentées dans les mécanismes et qu'elles y participent, et c'est incitatif en fait pour les autres femmes qui peuvent se sentir aussi plus légitimes, mieux comprises, etc. s'il y a des femmes qui sont présentes. Et évidemment, surtout comme la justice transitionnelle a une vocation transformatrice, et bien, quelque part on va rater l'occasion historique aussi de contribuer à la transformation des femmes, de la place des femmes en fait, dans une société, en ayant occulté ce vécu, et donc en transformant beaucoup moins la place des femmes dans la société en reconstruction. Et donc ça, c'est effectivement très dommageable. En revanche, bien sûr, et on arrive donc au sujet principal, l'image et la fonction de la femme pacificatrice et nécessairement bienfaisante mérite aussi d'être repensée, même si la proportion de crimes féminins reste très minoritaire. Alors c'est vrai à l'échelle des crimes ordinaires, c'est encore plus vrai à l'échelle des crimes de masse, mais effectivement, les femmes comme les hommes peuvent être autrices de violences, voire autrices de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, qu'elles soient combattantes ou partie prenante des régimes dictatoriaux ou parfois même des régimes racistes. Donc, en principe, ces femmes autrices de crimes devraient assumer, comme les hommes, les conséquences de leurs actes lorsqu'elles ont participé à un génocide, torturé, incité au viol ou encore commis des exécutions sommaires, tout en bénéficiant évidemment des mêmes droits. Et donc, on devrait normalement, en principe, avoir justement le respect du principe, devant la justice, du principe d'impartialité et du principe d'égalité. Mais évidemment, le caractère atypique de leur crime pose la question de savoir si ces principes s'appliquent réellement, en fait, lorsque les femmes sont jugées pour de tels crimes. Donc la jurisprudence relative aux crimes commis par les femmes est extrêmement rare en droit pénal international, notamment parce que ce droit pénal international ou cette justice pénale internationale, elle va fréquemment se concentrer sur les plus hauts responsables des crimes. Et comme les femmes sont peu à ce niveau-là, sont très minoritaires à ce niveau-là, de fait, elles vont moins se retrouver jugées devant ces juridictions. Mais même si cette jurisprudence est rare, donc l'objectif là, de cette communication, c'est d'essayer donc d'observer l'influence en fait de la féminité comme un facteur aggravant, atténuant ou neutre en fait, à travers deux affaires emblématiques que sont les procès de Biljana Plavsic et de Pauline Niramasouko. Donc ces deux procès ont été respectivement menés devant le TPY et le TPIR. Et elles sont, donc on va dans un premier temps, on va essayer juste de présenter ces affaires parce qu'elles sont très intéressantes, parce qu'elles sont très dissemblables, et en même temps pouvoir observer qu'elles traduisent l'ambivalence en fait de la justice pénale internationale lorsqu'elle est confrontée à la commission de violences, de crimes extrêmement graves par les femmes. On va pouvoir voir qu'en fait, dans ça on le verra dans un deuxième temps, qu'on observe la persistance de stéréotypes de genre, même si en apparence les arrêts sont parfaitement neutres. D'autre part, ces deux affaires-là, plus largement, nous permettront aussi de
de voir quelles sont les limites de la justice pénale internationale en tant que mécanisme de justice transitionnelle, et notamment dans cette dimension de compréhension de la place des femmes dans la commission de ce type de crime. Donc peut-être pour commencer, une présentation en fait de ces deux affaires qui sont complexes toutes les deux, parce qu'évidemment on va entrer dans des contextes qui le sont aussi, et qui sont dont le point de départ, la procédure et les résultats sont aussi extrêmement différents entre les deux accusés. Donc ces deux affaires sont les deux seules affaires dans lesquelles une femme a été condamnée en fait par les tribunaux pénaux internationaux, pardon. Donc il y a eu que ces deux femmes-là qui ont fait l'objet d'une condamnation. Donc les tribunaux pénaux internationaux, je fais une toute petite digression, ce sont des tribunaux qui sont distincts de la Cour pénale internationale et qui sont aussi distincts de ce qu'on retrouve le plus souvent aujourd'hui, qui sont les tribunaux pénaux internationalisés. Donc on n'a que deux tribunaux pénaux internationaux qui ont été créés. Donc c'est le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui ont tous les deux été créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans l'urgence. Ça, c'est quand même aussi une chose qui mérite d'être soulignée, puisque le TPY a été créé par une résolution de mai 1993, tandis que le TPIR a été créé par une résolution de novembre 1994. Donc on est vraiment, autant des fois la justice met du temps à... Alors ça ne veut pas dire que les arrêts après interviennent immédiatement, mais en tout cas la création du tribunal pénal international, elle est très rapide. Donc ces deux TPI sont les deux TPI uniques, hein, donc c'est un mécanisme aussi qui est un reflet, ça permet d'observer aussi les tendances de la justice transitionnelle. Donc on est sur la période 93-94 et c'est des choses qu'on ne procède plus comme ça aujourd'hui. Donc, ce qui va les caractériser, c'est la délocalisation. Donc là, on retrouve un point commun avec la Cour pénale internationale, puisque dans les deux cas, ces deux TPI ne jugent pas les personnes à l'endroit où elles ont commis leurs actes, puisque le TPY, lui, a siégé à La Haye, donc aux Pays-Bas, tandis que le TPI c'est en Tanzanie. Donc avec à l'égard des faits. Donc ces deux tribunaux pénaux internationaux se caractérisent par le fait d'être des juridictions temporaires avec des mandats circonscrits dans le temps et dans l'espace. Donc c'est-à-dire qu'ils sont limités à un certain type de crime commis durant une période déterminée et dans un espace géographique donné. En revanche, ce qui va les distinguer des tribunaux pénaux internationalisés, qu'on connaît aujourd'hui, c'est le fait qu'ils ont une compétence prioritaire. Donc c'est ce qui va les distinguer surtout par ce qui va les distinguer de la Cour pénale. Magali, on a un problème de son. Magali? Je crois que Magali était déconnectée. Magali, tu nous entends? Magali? Oui, je vous entends. Je crois qu'il y a une perte de réseau, je suis désolée. Est-ce que vous entendez mieux?
Là, je pense que c'est rétabli. C'était très saccadé et donc on n'a plus ton image. Et je comprends parce que normalement, j'ai une super connexion dans mon bureau. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui. Je sais pas. Donc, je pense que tu en étais resté aux questions de délocalisation et de juridiction temporaire limitée dans le temps et l'espace. Oui, j'ai peut-être, si ça ne vous gêne pas, je vais peut-être pas remettre les mêmes parce que je crois que je ne sais pas pour quelle raison, mais. Voilà. Désolée pour cette interview. Vous voulez toujours. Ah, j'ai l'impression que c'est saccadé encore. Ok, là, est-ce que tu m'entends mieux? Le son a l'air bien, ouais, il faut voir un peu sur la durée. Donc oui, effectivement, ce que je disais, c'est que le TPY comme le TPIR, en fait, présente une caractéristique commune avec la Cour pénale internationale, c'est d'être délocalisé par rapport au fait qu'il juge. Donc l'AE pour le TPY et Arusha en Tanzanie pour le TPIR. Au-delà de cette délocalisation, ces TPI se caractérisent par le fait d'être des juridictions temporaires dont le mandat est déterminé dans le temps et dans l'espace et pour un certain nombre de crimes qui sont fixés dans leur statut. À l'inverse de la Cour pénale internationale, ces TPI présentent la caractéristique d'avoir une compétence prioritaire, c'est-à-dire que ce sont eux qui choisissent en fait les affaires dont ils souhaitent se saisir et donc ils ont la priorité sur les juridictions nationales. Alors que, comme vous le savez, pour la Cour pénale internationale a une compétence subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle intervient seulement en cas d'inaction des juridictions nationales. Donc ces TPI vont donc avoir un rôle majeur pour ce qui concerne l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda. Permettre en fait le développement. Ils existent donc, je rappelle, parce que en fait maintenant ça nous semble compliqué, mais ils existent bien avant la création de la Cour pénale internationale. Donc ça représente vraiment une innovation essentielle. Donc Bill et Pauline Niramasouko, ce qui va les rassembler, on va dire, c'est qu'elles ont toutes les deux été jugées dans deux affaires liées tant à un conflit armé qu'à la commission d'un génocide. La première donc pour des faits commis en Bosnie-Herzégovine, tandis que la seconde était jugée pour des faits perpétrés dans le cadre du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Donc, leurs profils personnels sont différents, mais toutes deux. Est-ce que tu peux, Chloé, passer à la slide suivante, s'il te plaît? Donc, leurs profils étaient différents, mais toutes deux occupaient, au moment de la commission des faits, de très hautes fonctions au sein de leurs États respectifs. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est cette position particulière qui reste donc assez rare, hein, qui explique qu'elles ont été jugées devant les tribunaux pénaux internationaux dont les politiques pénales étaient sur les principaux responsables. Donc, Biljana Plazic, elle est née vous la voyez donc à droite, elle est née en 1930 en Bosnie-Herzégovine et donc elle avait une soixantaine d'années au moment des faits. C'est un profil universitaire puisqu'elle est doyenne de la faculté de Sarajevo et donc c'est une universitaire reconnue, spécialiste de sciences naturelles. Elle est restée, en fait, c'est une personne qui a vécu à l'écart de la vie politique jusque dans les années 1990, date à laquelle elle a adhéré au Parti démocratique serbe dès le mois de juillet, donc c'est-à-dire au moment de sa création, et elle est rapidement devenue un membre influent de ce parti. En novembre 1990, elle a été élue représentante des Serbes à la présidence de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, fonction qu'elle a occupée jusqu'en décembre 1992. Donc, elle a ensuite été un membre actif de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine et de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, puisqu'elle a été du 28 février au 12 mai 1992 coprésidente par intérim, puis de mai à décembre 1992 membre des présidences collégiales et élargies de la République Srpska. Elle a été ensuite présidente de la République de Serbie à partir de juillet 1996.
Donc, on a un profil plutôt d'intellectuel qui est à l'écart de la politique jusque dans les années 90, mais qui ensuite va occuper des fonctions évidemment très importantes sur le plan politique au sein de la Bosnie-Herzégovine. Pauline Iramasouko, elle est née en 1946 au sein de la préfecture, dans une petite ville de la préfecture de Butare, et donc elle avait 48 ans au moment du génocide. Elle est mariée et mère de famille, alors je le dis parce que ça va jouer un rôle sur la suite de l'histoire, et elle a vécu à Butare et Kigali. Alors, elle a un profil avec beaucoup de paradoxes, Pauline Iramasouko, dont celui d'avoir travaillé une grande partie de sa carrière dans les services sociaux et de santé, avant de devenir ministre de la Famille et de la Promotion féminine en avril 1992. Donc, suite à l'attentat contre le président Habyarimana, donc le 6 avril 1994, elle a conservé ses fonctions au sein du gouvernement intérimaire de Jean Kambanda. Et donc, elle a occupé cette place importante tout au long du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Après la victoire, de manière assez logique, après la victoire du FPR de Paul Kagame, elle quitte le Rwanda et elle va s'enfuir en fait au Kenya. Donc elle va résider à Nairobi où elle sera arrêtée à l'été 1997 avant d'être transférée à Arusha pour être jugée par le TPIR. Quasi en même temps et quelques jours après elle seulement, son fils, donc Arsène Taobali, est également arrêté au Kenya et donc sera aussi lui transféré à Arusha pour être jugé en même temps qu'elle devant le TPIR. Donc lui, il est né dans les années 1970 et donc il avait à peu près 24 ans au moment du génocide. Il était alors étudiant et dirigeait un groupe interamwe de la préfecture de Butare. Tous les deux donc, ont été poursuivis par un acte d'accusation unique. Et ça, évidemment, ça va avoir des répercussions aussi sur la manière dont cette autrice de crime va être aussi perçue et décrite. Donc, toutes les deux, Biljana Plavsic comme Pauline Iramasouko, ont toutes les deux été jugées pour des faits extrêmement graves. Est-ce que tu peux switcher, s'il te plaît, sur la slide. Elles ont toutes les deux été jugées pour des faits hyper graves, donc respectivement par le TPY et le TPIR. Donc, comme vous allez le voir, en fait, dans le tableau, là, ça reprend juste les éléments essentiels pour que vous ne soyez pas perdus au fur et à mesure que je vais parler. Donc, les procédures ont été très différentes parce qu'elles ont fait aussi des choix très différents, en fait, dans le cadre de leur parcours judiciaire. Et donc, ça a donné lieu à des actes, à des condamnations aussi très différentes. Biljana Plavsic, elle s'est rendue, je fais un petit résumé des principales différences, elle s'est rendue de manière volontaire et elle a accepté de plaider coupable. Tandis que Pauline Iramasouko, elle a été arrêtée, comme je l'ai dit, au Kenya, et elle a toujours plaidé non coupable. Et donc, ces deux types de procédures vont avoir un impact important sur les faits qui vont leur être reprochés et sur l'étendue des faits qui vont leur être reprochés et aussi sur les peines qu'elles vont devoir subir ensuite. Donc, Biljana Plavsic, elle va passer un accord de plaidoyer de culpabilité avec le procureur en septembre 2002. Donc, c'était une faculté qui était offerte par le règlement de preuve et de procédure du TPY et qui permettait en fait à l'accusé de circonscrire de manière significative le champ de l'accusation. Et donc, bien sûr qu'il y a un effet important sur la détermination de la peine, mais ça permet aussi évidemment de limiter en fait les faits qui vont vous être reprochés et donc aussi les infractions pour lesquelles vous allez être effectivement poursuivi devant le tribunal pénal international. Et donc elle a accepté de plaider coupable au titre de l'article 5H du statut du TPY, c'est-à-dire exclusivement pour le chef d'accusation de persécution constitutive d'un crime contre l'humanité. Et donc, ce qui permet qu'en revanche, et en échange,
Le procureur, lui, a renoncé à la poursuite pour l'ensemble des autres charges. Et donc, sur cette base, l'accusé a ensuite plaidé coupable lors d'une audience le 2 octobre 2002. Donc, la Chambre a donc, vous voyez en fait l'étendue de ce qui était prévu dans l'acte d'accusation initiale pour Biljana Plazic. Donc, vous aviez génocide et complicité de génocide, persécution, extermination, assassinat, expulsion et acte inhumain constitutif de crime contre l'humanité et meurtre constitutif d'une violation des lois ou coutumes de guerre. Et vous voyez que finalement, l'accusation finale, elle est vraiment extrêmement réduite par rapport à ce qui était prévu par le procureur au départ. Donc, lors de l'audience, l'accusé a plaidé coupable et la Chambre l'a effectivement déclaré coupable et elle a accepté, cette Chambre, donc la demande du procureur de retirer les autres chefs d'accusation. Alors, néanmoins, il faut parce que effectivement, l'acte d'accusation est réduit, mais y compris dans le cadre de cette base factuelle acceptée lors du plaidoyer de culpabilité, les faits établis restent extrêmement graves. C'est-à-dire que le TPY va affirmer qu'entre le 1er juillet 1991 et le 30 décembre 1992, Biljana Plazic a, seul ou de concert avec d'autres, dans le cadre d'une entreprise criminelle commune, planifié, incité à commettre, ordonné, aider et encourager les persécutions à l'encontre des populations non serbes de Bosnie, notamment les populations musulmanes et croates, dans 37 municipalités de Bosnie-Herzégovine. Le tribunal conclut également qu'elle a approuvé et soutenu la campagne de persécution et contribué à sa réalisation, même si elle n'a pas pris part ni à sa conception ni à sa planification et qu'elle a pris une part moindre que d'autres criminels à son exécution. Donc on est quand même sur des faits qui, même s'ils sont très réduits par rapport à ce qu'ils auraient dû être au départ, on est quand même sur des faits qui demeurent extrêmement graves. De son côté, Pauline Iramasouko a refusé toujours de plaider coupable et donc aucun chef d'accusation ne fut retiré et les faits durent être établis par le procureur lors du procès. C'est-à-dire que dans le cadre du plaidoyer de culpabilité, le procureur va accepter de retirer un certain nombre de chefs d'accusation, mais en échange, l'accusé renonce aussi au droit de contester les faits qui lui sont reprochés et pour les infractions pour lesquelles il accepte de plaider coupable. Tandis que dans le cas de Pauline Iramasouko, elle refuse de plaider coupable, donc le chef d'accusation l'acte d'accusation va rester beaucoup plus large, mais par contre, il appartiendra à chaque fois, pour chaque fait, pour chaque type d'infraction, au procureur d'apporter la preuve de sa culpabilité. Donc les faits sont là aussi extrêmement graves puisqu'ils concernent d'abord la participation de Pauline Iramasouko au gouvernement intérimaire et donc son rôle dans les décisions prises par ce gouvernement et donc dans toute l'entente en fait qui va être réalisée autour du génocide, y compris dans les directives qui vont être adressées à la population par le gouvernement. Son rôle va également être questionné quant à la révocation du préfet de Boutaré, puisque ce préfet de Boutaré avait dans un premier temps empêché le déclenchement du génocide en fait sur le territoire de son ressort. Et donc, malheureusement, il n'a évidemment pas pu rester à son poste durablement. Et donc, la question sera aussi, comme elle est originaire de cette préfecture, quel rôle elle a joué en fait dans cette destitution, mais aussi dans l'érection des barrages routiers. Pour ceux qui connaissent un peu, je pense que la plupart d'entre vous connaissent le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda et savent que ces barrages routiers ont joué un rôle majeur en fait pour capturer la population et empêcher les personnes de fuir. Et donc évidemment, ces barrages routiers, ils ont été érigés et sa responsabilité à elle dans l'érection de ces barrages routiers a été analysée. Les faits concernent également des événements survenus au sein des bureaux de la préfecture de Boutaré entre le 19 avril et la fin du mois de juin, puisque Pauline Iramasouko, son fils et des Interamwe, plus des militaires, se sont rendus à plusieurs reprises au sein de cette préfecture de Boutaré, où il a été établi que des centaines de Tutsis furent enlevés pour être assassinés dans divers lieux autour de cette préfecture et que nombre d'entre eux ont été contraints à se dévêtir, physiquement agressés et ou violés.
en plus d'être tuée. Lors de plusieurs attaques qui ont été réalisées au sein de cette préfecture ou à proximité, Pauline Ramasuko a en outre ordonné, y compris à son fils, que les femmes Tutsi soient violées. Au mois de juin, elle a notamment, et ça fait partie des faits aussi qui sont assez longuement détaillés dans l'arrêt, elle a fait procéder à la distribution de préservatifs aux Interamwe en donnant l'ordre qu'ils les utilisent pour, là je cite, qu'ils les utilisent pour violer les femmes Tutsi pour se préserver du sida. Et après les avoir violées, qu'ils les tuent toutes, qu'il n'y ait aucune femme Tutsi qui survive car elles détournent nos maris. Donc il y a vraiment, donc le viol, c'est déjà un élément effectivement crucial en fait dans le cadre du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, avec toute une idéologie et une propagande dirigée contre les femmes Tutsis qu'on retrouve ici dans les propos de Pauline Ramasuko, qui a contribué évidemment à les disséminer. Donc, une fois que ces faits ont été établis, la Chambre a tiré les conclusions juridiques en fait de ces faits, tout en regrettant, et ça c'est des choses qu'on n'observe pas en fait pour ceux qui s'intéressent un peu à la jurisprudence française, c'est des choses qu'on n'observe pas dans le droit romano-germanique, mais la Chambre a regretté que la rédaction de l'acte d'accusation du procureur ne permette pas justement de prononcer une condamnation pour génocide au titre des viols qui avaient été commis sur ordre de Pauline Ramasuko. Mais elle a quand même été reconnue coupable d'entente en vue de commettre le génocide, d'extermination, de viol et de persécution constitutive de crimes contre l'humanité, ainsi que d'atteinte portée à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental, et d'atteinte à la dignité des personnes constitutives de violation de l'article 3 commun aux conventions de Genève. Donc on a évidemment une condamnation qui est très lourde. Les faits, les infractions pour lesquelles elle est reconnue coupable sont nombreuses et particulièrement graves, puisqu'elle est à la fois coupable de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Et c'est un verdict qui a été confirmé en appel, à l'exception du crime de persécution, au motif que les persécutions pour des raisons ethniques n'étaient pas prévues par le statut du TPIA. Mais ça reste donc il y a une petite réduction pour des raisons, on va dire, d'interprétation juridique entre la première instance et l'appel. Mais sinon, l'étendue des faits, l'étendue de la condamnation va rester identique. Donc l'étendue, finalement, on voit que pour des actes d'accusation que vous voyez qui sont relativement proches au départ, on va finalement avoir des condamnations dont l'étendue va être très différente d'une accusée à l'autre. Et ce qui explique évidemment, cumulé à leurs attitudes personnelles, que les peines qu'elles ont été amenées aussi à subir ont également été extrêmement différentes. Alors, dans le cas de Biljana Plazic, effectivement, je vous le disais tout à l'heure, elle a finalement été reconnue coupable seulement pour une des infractions qui lui étaient reprochées au départ. Mais même dans le cadre de ce plaidoyer de culpabilité, la Chambre de première instance a constaté la gravité du crime commis. Lorsqu'elle a évalué sa peine, c'est pas parce qu'elle a plaidé coupable que la Chambre de première instance ne voulait pas sanctionner lourdement les infractions qu'elle avait commises. Et lorsqu'elle a évalué la peine de Biljana Plazic, elle a notamment constaté la gravité des crimes commis en soulignant que la campagne de séparation ethnique avait causé des milliers de morts et entraîné l'expulsion de milliers d'autres dans des conditions d'une extrême brutalité. Donc elle a aussi considéré évidemment que les hautes fonctions de l'accusé étaient une circonstance aggravante, même si elle souligne que le pouvoir suprême était dévolu à d'autres. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, elle a souligné que même s'il y avait eu un plaidoyer de culpabilité, là je cite aussi le tribunal, il serait malvenu de faire preuve d'une indulgence excessive et qu'une lourde peine d'emprisonnement s'impose. Toutefois, en même temps, la Chambre a également retenu plusieurs circonstances atténuantes qui ont évidemment eu un impact aussi sur la peine qui fut finalement déterminée. Donc, parmi ces circonstances atténuantes, on va trouver le plaidoyer de culpabilité avant même l'ouverture du procès, les remords exprimés par l'accusé, sa participation à l'établissement de la vérité et à la réconciliation des communautés, le fait qu'elle se soit rendue volontairement,
et aussi son comportement après le conflit, notamment le soutien qu'elle avait apporté aux accords de Dayton. Donc tous ces éléments-là, en fait, ont permis qu'elle bénéficie de circonstances atténuantes, et elles se sont cumulées avec son âge avancé, relativement avancé, au moment de son jugement. Donc, Biljana Plavšić a finalement été condamnée à... Si tu peux passer à la slide suivante. Elle a finalement été condamnée à 11 années d'emprisonnement. Pardon, je me suis un peu perdue, je vais me retrouver, à 11 années d'emprisonnement, et elle a été transférée en Suède pour exécuter sa peine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'en fait, elle ne va même pas... 11 années, ça paraît quand même assez raisonnable par rapport au fait qui lui était reproché. Et elle ne va même pas les exécuter en totalité, puisque le 25 mai 2009, les autorités suédoises ont notifié au TPY que Biljana Plavšić était admissible à la libération conditionnelle, selon les lois en vigueur en Suède, et ont transmis un rapport relatif à son état psychologique et à son comportement. Et donc, d'après le statut du TPY, il appartenait au président du TPY d'apprécier, en fait, cette libération conditionnelle en fonction de la gravité des crimes commis, du détraitement des prisonniers dans la même situation, et de la réhabilitation du prisonnier. Donc, le président du TPY a rendu sa décision le 14 septembre 2009, et il a estimé que Biljana Plavšić avait donné des preuves substantielles de réhabilitation. Bon, toujours pareil, on ressort le plaidoyer de culpabilité, les remords, etc. Et avait eu un comportement satisfaisant durant la détention. Il souligne notamment qu'elle occupe son temps à cuisiner et à faire de la pâtisserie, donc ça on y reviendra aussi, vous en doutez, tout à l'heure, et qu'elle avait accepté aussi de coopérer en témoignant volontairement dans le cadre d'autres affaires. Et donc, considérant que les 2 tiers de sa peine avaient déjà été exécutés, et vu son âge et son état de santé, le président du TPY a accepté en fait sa libération conditionnelle. Donc finalement, sa peine se trouve du coup assez légère. Alors, Polini Ramasukko, elle, a subi une peine beaucoup plus lourde. La chambre de première instance a rappelé d'abord que cette peine devait être évaluée au regard des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux nationaux rwandais pour des faits similaires, et en tenant compte des circonstances aggravantes ou atténuantes. Donc, au Rwanda, les infractions qu'avait commises l'accusé étaient punissables de la prison à vie. La Chambre a également souligné la gravité et la barbarie des crimes perpétrés de façon répétée au bureau de la préfecture de Butare, donc tout au long de la période durant laquelle les personnes y ont été enlevées, violées et tuées. Donc, au titre des circonstances aggravantes, le nombre élevé de victimes qui excédait le seuil de l'extermination constitutive d'un crime contre l'humanité a été retenu. Comme pour Biljana Plavšić, le fait qu'elle soit ministre, alors en plus elle était ministre de la famille et de la condition féminine, donc c'est vrai que c'était quand même extrêmement paradoxal. Et donc la Chambre a estimé qu'au lieu de se servir de cette position pour sauvegarder la coexistence pacifique des communautés et le bien-être des familles, elle s'était servie en fait de sa position pour abuser de son autorité et contribuer à l'efficacité entre guillemets du génocide. Et la Chambre a également souligné, la préfecture de Butare, c'est une zone dans laquelle le génocide a été particulièrement meurtrier, et donc pour la Chambre, en fait, cette hécatombe, elle est aussi consécutive du fait que l'accusé qui était originaire de cette région était parti à l'entente, et ce qui avait aussi contribué à ce que le génocide soit particulièrement atroce dans ce secteur géographique. Donc, Polini Ramasukko a de fait été condamnée à une peine d'emprisonnement à vie en première instance.
Alors là, mais la chambre d'appel a réduit cette peine, alors réduit à 47 ans d'emprisonnement, donc c'est quand même très long, surtout vu son âge, ça revient un petit peu au même, mais quand même il y a une réduction. Alors pour deux raisons qui étaient importantes. Donc il y a d'abord celle qui tenait à ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire le problème du caractère ethnique des persécutions, mais aussi et surtout le droit à être jugé dans un délai raisonnable que la chambre d'appel a jugé comme n'ayant pas été respecté. Ce qui est exact, puisque la procédure, comme il y a une jonction d'affaires dans le cadre du procès de Boutaré, que les affaires étaient très complexes, cette procédure a été extrêmement longue. Donc, la peine de Pauline Ramasuko a été réduite à 47 ans d'emprisonnement et elle est donc à ce jour la seule femme qui a été reconnue coupable par la justice pénale internationale de génocide et de viol constitutif d'un crime contre l'humanité, puisque finalement ces chefs d'accusation n'ont pas été retenus contre Biljana Plazic. Donc ces deux affaires, à la fois, elles mettent en lumière une réalité qu'on a parfois du mal aussi à voir, c'est-à-dire que les femmes peuvent être impliquées dans la commission de crimes extrêmement graves lors de conflits et ou de dictatures, y compris en tant que principale responsable. Puisque là, on est vraiment sur des femmes on n'est pas sur une gardienne de camp, quoi. On est sur un niveau de responsabilité qui est extrêmement élevé. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, ce qu'on va observer, c'est que même si dans les arrêts, il y a dans les jugements et les arrêts, il n'y a vraiment aucune référence au fait que ces deux personnes sont des femmes, on va observer en fait la persistance de stéréotypes à travers ces deux affaires. Alors, les stéréotypes, ce qui est aussi très intéressant en fait ici, c'est que ils vont agir en sens inverse pour les deux accusés. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va bénéficier en quelque sorte d'un certain nombre de stéréotypes attachés au genre féminin, tandis que l'autre en fait va davantage en pâtir. Alors, la défense de Biljana Plazic n'a jamais en fait argué de la féminité de l'accusé, mais elle a élaboré une stratégie intelligente et efficace qui va jouer en fait sur les stéréotypes attachés sur les stéréotypes de genre en fait. Donc d'abord, le rôle politique de Biljana Plazic a sans arrêt été minoré. Donc en gros, en fait, on va jouer sur le stéréotype de considérer qu'il y a nécessairement à côté d'une femme qui a une haute fonction ou qui a une haute autorité, forcément d'autres autorités qui sont plus importantes ou qui ont plus de pouvoir et qui sont évidemment des autorités masculines. On observe aussi qu'on présume concernant cet accusé une méconnaissance des activités et des opérations militaires. Alors en fait, rien ne dit qu'elle n'était pas une experte en stratégie militaire, mais en tout cas, c'est présumé du fait qu'elle est une femme. Donc en fait, la défense va construire la figure d'une intellectuelle un peu égarée dans l'arène politique et qui donc n'en maîtrise pas forcément les codes et va un peu se faire avoir, entre guillemets, par d'autres qui vont prendre des décisions effectivement extrêmement dommageables, mais dont elle n'est pas l'une des principales responsables. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le paradoxe, tout à l'heure, je le disais que la Cour avait relevé, le tribunal avait relevé le paradoxe entre la fonction de Pauline Ramasuko et ses actes pendant le génocide. On aurait pu aussi s'interroger sur le fait qu'une éminente biologiste défende dans les années 90 la supériorité de la race serbe sur les autres, je dis race parce qu'en fait il y a passé le mot qui est employé à ce moment-là, mais ça n'a pas vraiment de sens, mais en tout cas elle est quand même dans une forme de racisme exacerbée alors qu'elle est supposée travailler sur ce type de questions, et donc ça n'a jamais été considéré comme une circonstance aggravante, ni même relevé en fait par le tribunal. Alors bien sûr, tous ces stéréotypes, ils ont aussi été alimentés par la logique du plaidoyer de culpabilité qui limite les révélations quant à l'intégralité de sa participation et surtout qui va aussi aller de pair, en fait, qui va bien fonctionner aussi avec les stéréotypes féminins. Sa défense va s'articuler autour, en effet, de plusieurs stéréotypes, donc notamment va beaucoup jouer sur sa moralité, va beaucoup jouer aussi sur son comportement autosacrificiel et son mobile de protéger les victimes serbes.
Et donc, en fait, tout son raisonnement, tout le raisonnement de l'accusé va être non pas je voulais détruire les autres, mais était, ou les écarter, ou les chasser, mais en fait, j'avais peur pour les victimes serbes. Et donc, sous prétexte de protéger les victimes, on a dû, ou en tout cas à ce moment-là, j'étais convaincue de la nécessité de commettre un certain nombre de faits. Il y a une citation notamment où elle indique « Cette tâche qui fut mon lot quotidien pendant le conflit a renforcé chez moi le sentiment que nous nous battions pour survivre et que dans ce combat, la communauté internationale était notre ennemi. J'ai donc ignoré ces accusations sans même les vérifier. J'étais convaincue que les Serbes étaient incapables de tels actes. Aveuglés par la peur d'être à nouveau victimes, nous sommes devenus des bourreaux. » Et donc ça, on voit déjà que c'est une personne qui est assez rusée, mais en plus, voilà, qui a une stratégie qui est assez convaincante, qui a pas mal convaincu, où elle va vraiment se cacher derrière cette volonté de protéger les victimes. Et évidemment, ça va être cohérent avec le plaidoyer de culpabilité et avec l'ensemble de sa défense, qui va être organisé en fait autour de l'expression de remords et de demande de pardon. Donc, l'accusée elle-même a soulevé la nécessité de reconnaître les crimes commis comme une étape nécessaire à l'instauration de la paix et de la réconciliation. Donc, on est sur une défense qui est organisée, en fait, autour de l'idée d'une femme qui a pris conscience, en fait, de la gravité de ce qu'elle a pu faire, même si elle essaye de l'expliquer, et qui va vraiment essayer en tout cas, être dans une posture tournée vers les victimes et vers la reconstruction, en fait, d'une nouvelle société. Et elle va même exprimer l'espoir que sa reconnaissance de responsabilité permette à son peuple de se réconcilier avec ses voisins. Donc on a vraiment cette logique de défense qui est vraiment spécifique et qui sera très différente de celle de Pauline Yaramasoukou. Donc Biljana Plavsic, en fait, elle est suffisamment habile pour reconnaître sa responsabilité tout en la minimisant. Et c'est une stratégie qui était déjà perceptible avant son procès, puisque par exemple, elle s'est rendue, mais elle a accepté de rejoindre le tribunal qu'après les fêtes de Noël pour manifester en clair son attachement à la famille et aux valeurs chrétiennes dans cette logique de moralité dont on parlait tout à l'heure. Et on voit aussi l'histoire de la pâtisserie comme gage de bonne conduite durant sa détention. Ça s'articule en fait dans le même type de valeurs et de stéréotypes. Donc, elle va jouer sur les stéréotypes, sur les stéréotypes de la femme qui est nécessairement moins responsable, mais aussi bienfaisante et pacificatrice. Et donc, elle arrive à construire en filigrane une défense extrêmement efficace, grâce à laquelle sa peine se limite finalement seulement à 6 années de prison qu'elle a effectivement faites, en dépit de la gravité des faits établis et donc de l'acte d'accusation initial. À l'inverse, les stéréotypes de genre ont très largement joué en défaveur de Pauline Yaramasoukou, ce qui s'explique tant par sa stratégie, qui est moins intelligente, que par les faits en cause. Donc, son statut personnel était en premier lieu très complexe, puisqu'elle était à la fois décideuse, donneur d'ordre et actrice directe. Parce qu'il faut bien signaler que Pauline Yaramasoukou, elle a pris part directement à des attaques, ce qui demeure assez rare. Je le disais tout à l'heure, elle était également femme et ministre de la Famille et de la Condition féminine, donc ça fait beaucoup. Et elle était enfin, ce qui fut certainement le plus préjudiciable pour elle, femme et mère. Et le fait que son fils soit jugé en même temps qu'elle pour des faits commis ensemble, dont notamment les viols, a eu évidemment un retentissement particulièrement négatif. Donc, en raison de ce cumul, en fait, qui est criant, en fait, dans son identité, l'accusation n'a jamais évoqué sa féminité, son portefeuille ministériel contrastant, parce que son portefeuille contrastait suffisamment, en fait, avec les faits qui lui étaient reprochés. Évidemment, la présence aussi en tant que co-accusé de son fils était également frappante, sans qu'il soit nécessaire de la souligner puisqu'ils étaient co-accusés dans la même affaire. Alors, il faut dire aussi que Pauline Yaramasoukou avait eu un peu la négligence de conserver son agenda qui a beaucoup facilité, dans lequel elle avait consigné beaucoup de choses, qui est déconseillé quand même en cas de génocide ou de crime contre l'humanité, et ce qui a beaucoup facilité la tâche du procureur.
Donc, de son côté, le tribunal est demeuré parfaitement neutre, mais par contre, Pauline Nyiramasuko, elle a tenté d'arguer de stéréotypes féminins dans sa défense. Et ça, en fait, elle a commencé à le faire dès 1994, donc avant même d'être arrêtée. Elle a eu des propos du type comment peut-on imaginer qu'une femme comme moi ait pu commettre de telles choses. Interviewée faut quand même oser, interviewée par la BBC en 1994, elle a dit qu'elle n'avait jamais tué et qu'elle ne serait même pas capable de tuer un poulet. Et elle a même dit que aucune femme, aucune mère n'était capable de tuer. Donc là, elle essayait vraiment, elle, de se raccrocher, de se raccrocher en fait à son identité de femme pour cacher en fait la réalité de ce qu'elle avait commis. Alors, son mari a bien tenté de l'aider en affirmant que jamais une femme rwandaise, alors là, on va jouer sur deux stéréotypes, à la fois la femme et la femme africaine, et rwandaise en particulier, donc a affirmé que jamais une femme rwandaise ne pourrait inciter son fils au viol parce que c'était culturellement impossible, ce que d'ailleurs, évidemment, Pauline Nyiramasuko s'est empressée de confirmer. Donc, son équipe de défense a tenté aussi de jouer un peu sur les mêmes types de stéréotypes en la décrivant comme sympathique ou comme une mère poule. Donc, elle a aussi, un peu dans la même logique que Biljana Plavsic, essayé de minimiser son rôle en fait au sein du gouvernement et donc de dire que la société rwandaise était patriarcale et que donc elle n'avait pas réellement exercé de pouvoir au sein du gouvernement intérimaire. Ce qui est, on le sait, tout à fait faux, puisqu'en plus, Pauline Nyiramasuko était une grande amie d'Agatha Habyarimana, et donc elle faisait partie en fait du cercle rapproché qui a beaucoup décidé, conçu et mis en œuvre le plan génocidaire. Elle a même osé d'ailleurs dire qu'elle avait été victime de discrimination en tant que rare femme ayant fait des études, alors qu'elle était quand même un poste relativement, un poste assez élevé. Alors évidemment, vu l'étendue des faits qui ont été révélés durant le procès, les tentatives faites sont restées vaines et elles furent aussi parasitées par les stratégies de ses co-accusés, puisque ces co-accusés, eux, ont cherché, comme ils n'avaient pas tous le même niveau en fait hiérarchique, ils ont cherché, et quelle était la personne, l'accusée de ce procès avec le niveau hiérarchique le plus élevé, ils ont tous en fait cherché à minimiser leur propre responsabilité en s'abritant en fait derrière son autorité et ses ordres à elle. Donc, elle est devenue en fait la principale accusée en raison de son rang des affaires de Boutaré. Et donc, évidemment, c'était assez. Les autres accusés avaient beau jeu de se cacher derrière elle. Donc, certains commentateurs ont d'ailleurs quand même souligné le paradoxe de voir des hommes se décharger de leurs responsabilités pour des viols commis sur une femme qui leur avait donné l'ordre de les commettre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on n'observe rien dans l'arrêt, dans les médias, les stéréotypes furent très systématiquement utilisés dans les médias qui ont parlé en fait du jugement de cette affaire de Boutaré. Les stéréotypes ont été systématiquement utilisés contre elle en fait. De nombreux articles faisant notamment référence à ce qu'on sait, des stéréotypes classiques dans la presse, à son apparence physique ou à sa tenue vestimentaire. Donc, on a des descriptions notamment assez longues dans lesquelles elle semble décrite comme une personne assez fragile. On l'a dit emmitouflée, on dit qu'elle porte de grosses lunettes, que ses gestes semblent marqués par la lassitude ou la fatigue, etc. etc. Et donc, c'est des choses qu'on va retrouver régulièrement. Donc, ce contraste en fait entre la gravité des faits et l'apparence et la féminité de l'accusé ont été l'objet de toutes les attentions. Donc, on a par exemple un titre du Monde qui dit Pauline Nyiramasuko, une criminelle aux airs de mère poule. Le New York Times souligne aussi son apparence d'écolière ou de grande tante qui tranche en fait avec les accusations portées contre elle. Donc, l'objectif de ces constats, c'est pas de remettre en cause sa responsabilité, mais bien au contraire de souligner la monstruosité en fait du personnage. Et même dans les articles scientifiques qui vont dénoncer le sensationnalisme de la presse, son statut de mère est régulièrement mis en avant avec des titres qui sont assez éloquents. Alors, il y en a un qui s'intitule La participation des femmes dans le génocide rwandais, mère ou monstre.
quand même, dans un article scientifique, c'est quand même un petit peu déroutant. Et il y en a un autre qui s'appelle aussi MERE, MERE, d'atrocité. Donc, le fils de Pauline Hiramasuko fut également souvent décrit comme un étudiant. En gros, comme dans les romans, dans les tragédies grecques, on aurait une sorte de fils jeune, un peu innocent, qui serait sous la coupe d'une mère toute puissante et abusive, alors qu'en fait, il est déjà père de famille et même qui dirige un groupe interamoué à ce moment-là. Et évidemment, l'ordre de commettre des viols donne aussi une dimension quasi incestueuse à cette affaire, qui aggrave encore la perception de l'accusé. Alors, la Chambre, toutefois, et ça c'est important de le souligner, on voit quand même aussi une différence entre les commentateurs et la décision que prennent les juges, puisque la Chambre n'a pas souscrit à cette analyse et a clairement affirmé qu'il n'existait pas de lien de subordination entre la mère et le fils. Donc, en dépit de son statut social qui est très élevé au moment du génocide, Pauline Hiramasuko va sans cesse être ramenée à son statut de mère, autant par ses opposants qui s'en servent pour affirmer sa monstruosité spécifique, que par ses soutiens qui cherchent sans succès à démontrer qu'elle ne pouvait pas être coupable des faits qui lui étaient reprochés. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour les victimes elles-mêmes, le statut de femme et de mère de Pauline Hiramasuko est un facteur aggravant. Et donc, il y a une des rescapées qui s'appelle Rose et qui a été violée à de nombreuses reprises, qui affirme, donc là je cite, « En tant que femme, je ne comprends pas qu'une femme qui a donné la vie ait pu inciter des gens à violer d'autres femmes. Il s'agissait d'éliminer les Tutsis physiquement, mais aussi psychologiquement. Quelle que soit la sanction que je souhaite exemplaire, je ne pourrai jamais lui pardonner. » Donc on a un stéréotype qui fut sans nul doute le plus puissant et le plus préjudiciable à l'accusé. Alors ce qui est intéressant, c'est que le TPIR a aussi jugé et condamné un duo père-fils, et on n'observe pas du tout le même émoi sur le fait qu'il soit le père et le fils, en fait. Alors, le statut de l'accusé pose problème parce qu'il suscite aussi de l'émoi parce qu'il est pasteur, mais le père. Mais par contre, le fait qu'il soit le père de son fils n'est pas n'est pas spécialement relevé. Donc, on observe bien que, contrairement à Biljana Plavsic, Pauline Hiramasuko n'a pas bénéficié des stéréotypes féminins, ce qui ne veut pas dire qu'ils aggravèrent sa peine pour autant. En revanche, elle a souffert d'une image publique absolument déplorable et paradoxalement, du coup, son procès et sa condamnation sont bien plus efficaces pour lutter contre les stéréotypes de genre que celui mené contre Biljana Plavsic, qui lui semble au contraire plutôt aller dans leur sens. Donc, effectivement, le procès de Pauline Hiramasuko a remis fondamentalement en cause le présupposé selon lequel les femmes, et plus encore les mères, seraient incapables de violence et de crimes de masse, y compris au plus haut niveau de responsabilité, et avec aussi un degré de cruauté qui est extrêmement élevé. Puisqu'en fait, il a été sans conteste établi que Pauline Hiramasuko avait été l'une des principales instigatrices en fait, du génocide. Jean Kambanda, donc le responsable du gouvernement intérimaire, l'ayant même cité comme l'une des 5 membres du cercle rapproché. Donc c'est un verdict aussi qui suggère que la disproportion entre les hommes et les femmes reconnus coupables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ou de génocide ne s'explique pas par une différence de nature nécessairement, mais peut aussi plutôt s'expliquer par le manque d'opportunités entre guillemets des femmes qui exercent plus rarement en fait de aussi hautes fonctions que les hommes. En revanche, y compris à cet égard, l'action du TPIR est assez symptomatique en fait aussi des limites de la justice pénale internationale comme mécanisme de justice transitionnelle. Puisque comme il y a très peu de femmes en fait au plus haut niveau, ce type de juridiction en fait se révèle en fait incapable d'éclairer le rôle des femmes ordinaires dans la commission du génocide, qui a pu quand même être partiellement révélée par les juridictions nationales ou par les gachacha, mais que le TPIR en fait n'a pas vraiment pu mettre en lumière.
Au regard de la difficulté aussi d'apporter la preuve en matière pénale, et notamment dans le cadre de cette procédure de common law qui est quand même assez particulière, l'affaire Pauline Nyiramasuko n'a même pas été parfaitement révélatrice de l'entièreté en fait, du rôle qu'elle avait pu jouer avant et pendant le génocide. Puisqu'elle ne fut, comme tout accusé, ce qui est normal, hein, les droits de la défense sont là pour ça, mais elle ne fut condamnée que pour une partie seulement des faits qu'elle avait effectivement commis et pour lesquels une preuve suffisante avait pu être rapportée. Alors, on retrouve évidemment une restriction d'autant plus forte concernant Biljana Plavsic, en raison du plaidoyer de culpabilité qui a limité les poursuites. Tandis que l'extrême longueur du procédé de Boutaré a été aussi extrêmement préjudiciable à cet égard, tant à l'accusé qu'aux victimes, qui dut attendre plus de 20 ans en fait, pour voir les faits révolus. Alors évidemment, même si on comprend qu'elle est cohérente avec le principe d'impartialité, la neutralité totale en genre en fait, de la procédure, elle pose aussi des difficultés. D'abord, elle ne permet pas de comprendre les motivations spécifiques de Pauline Nyiramasuko, qui a clairement une haine une haine féroce à l'égard des femmes Tutsis, qui auraient mérité d'être interrogées et d'être discutées. Elle ne permet pas non plus cette neutralité en genre d'analyser le rôle et la dynamique des femmes dans le génocide, puisque en fait l'influence de la féminité et de la masculinité ne sont jamais questionnées en fait par le tribunal, ce qui limite l'établissement de la vérité. Dans le cadre de ce dont je parlais au départ, qui est le droit à la vérité, le devoir de mémoire, en fait, sur ce plan-là, on est un peu frustré par le fait que le tribunal ne peut pas ou ne souhaite pas aborder l'ensemble de cette question. Mais au-delà du droit à la vérité, c'est aussi tout ce qui concerne les moyens de prévention qui, du coup, ne sont pas adaptés, en fait, ne sont pas nécessairement adaptés à ce type de questionnement. On ne réfléchit pas à pourquoi certaines femmes ou les femmes ou l'ensemble de la population qui à ce moment-là a participé au génocide a développé, parce qu'elle n'était pas la seule, a développé une idéologie spécifique contre les femmes Tutsis. Et donc, qu'est-ce qui pourrait permettre de la déconstruire pour que dans l'avenir, en fait, on évite, on prévienne la répétition. Un autre problème qui est plus sous-jacent, mais qui est aussi extrêmement important, c'est que Pauline Nyiramasuko était la seule femme détenue en fait par le TPIR, et donc elle a connu des conditions de détention particulièrement difficiles à cause d'un isolement complet. Pas en tant que c'est pas ces conditions matérielles de détention qui posent problème, mais le fait que du coup, comme elle est la seule femme, elle se retrouve absolument toute seule. Alors, la chambre d'appel a refusé, et surtout vu la durée du procès, c'est quand même un problème qui méritait d'être soulevé, même si la chambre d'appel a affirmé avoir parfaitement conscience du fait que ces conditions de détention différaient de celles des autres détenus, mais elle a estimé que l'accusé n'avait pas démontré l'existence d'un plus grand préjudice. Donc, elle a écarté le fait que le statut de femme détenue, de seule femme détenue, jugée qui puisse dans un délai non raisonnable, puisse lui avoir causé un préjudice spécifique. Pourtant, et ça, je l'aborde que de manière sous-jacente, mais il est assez connu que dans beaucoup de contextes, les ex-combattantes ou les femmes condamnées sont bien moins soutenues et entourées que leurs homologues masculins, ce qui accroît leurs difficultés, mais obère également leur chance de réinsertion. Donc la réintégration des combattantes et des autrices de violations ou de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité reste du coup un défi qui est trop souvent ignoré par la justice transitionnelle, avec des programmes qui justement ne prennent pas en compte suffisamment cette problématique de genre. À l'inverse, donc, la fermeté du TPIR à l'égard des viols commis durant le génocide, c'est vraiment le TPIR a marqué des avancées majeures en fait sur cette question, puisqu'il a reconnu les viols comme des faits pouvant constituer le génocide ou des crimes contre ou un crime contre l'humanité. Et donc, on a marqué un pas décisif dans la lutte contre l'impunité des crimes, des violences sexuelles. Et donc, la condamnation de Pauline Nyiramasuko était évidemment emblématique, même si là aussi, elle illustre les limites de la justice pénale, puisque on observe un grand risque de retraumatisation des victimes, puisqu'on va reprendre à nouveau le témoignage de Rose, notamment, qui a
dont on a partagé, qui a partagé son expérience et qui a subi notamment un contre-interrogatoire, parce qu'on est dans une procédure common law toujours, donc un contre-interrogatoire particulièrement agressif de la part des avocats de la défense. Et elle se souvient en disant « Ils m'ont demandé de démontrer comment j'avais été violée ». Et ça a généré un tel scandale en fait que les associations de rescapés ont alors interrompu leur collaboration avec le TPI pendant plusieurs mois. Mais Rose a néanmoins quand même perdu, d'après ce qu'elle dit en tout cas à ce moment-là, toute confiance en la justice internationale, et donc en tout cas qu'elle ait retrouvé ou pas cette confiance, effectivement c'est des moments qu'on souhaiterait quand même pouvoir épargner aux victimes de violences, même si aujourd'hui on sait que les procédures se sont améliorées sur ce plan-là. Donc en fait, ces lacunes, elles démontrent aussi la nécessaire complémentarité des différents mécanismes de justice transitionnelle. Si on essaye en fait de satisfaire les 4 piliers dont je parlais au départ. Et l'approche du TPY dans le cadre du plaidé coupable de Biljana Plavsic atteste d'ailleurs de la conscience en fait qu'ont aussi les juridictions des limites de la justice rétributive centrée sur la condamnation des auteurs. Puisque là, en fait, avec le passage au plaidé de culpabilité, on inverse en fait, en tout cas, on change profondément en fait, la logique procès, puisque l'auteur va révéler de lui-même une partie des faits ou accepter de lui-même une partie des faits en contrepartie d'un allègement des poursuites et donc de sa peine. Et cette procédure, elle a été qui se rapproche un peu de ce qu'on peut faire devant les commissions vérité. Bien sûr, c'est pas la même chose, mais on sent qu'il y a une philosophie ou un ADN qui est commun. C'est le fait de favoriser le fait que l'auteur parle, soit par des immunités ou des peines ou par une peine réduite, afin en fait d'obtenir plus de vérité et de contribuer à la réconciliation. Et effectivement, y compris Alex Borrell, donc qui était le vice-président de la commission Vérité et Réconciliation sud-africaine, a affirmé notamment que le plaidoyer de culpabilité était essentiel pour établir la vérité, pour la légitimité du tribunal et pour l'appel lancé aux autres autorités de reconnaître leurs responsabilités, mais aussi pour les victimes. Parce qu'effectivement, quand on est dans le cadre d'un plaidoyer de culpabilité, l'auteur ou l'auteur ou l'autrice en fait va reconnaître les faits et en général va aussi reconnaître les souffrances en fait vécues par les victimes, voire exprimer des remords, ce qui peut être aussi plus satisfaisant pour les victimes que d'être confronté en fait à un accusé qui passe son temps à nier les faits qui lui sont reprochés ou à tenter de nier la gravité des faits qui lui sont reprochés. Donc voilà pour ce plaidoyer de culpabilité, du coup, qui est aussi un mécanisme très intéressant de ce point de vue-là. Donc, outre la question de la complémentarité des mécanismes de justice transitionnelle, le jugement des femmes autrices des crimes les plus graves apparaît donc tout à la fois révélateur et transformateur des stéréotypes de genre. Et donc, en ça, il est même en lui-même un exercice de justice transitionnelle, et tout en confirmant la singularité des parts individuelles, puisqu'on voit bien qu'entre Biljana Plavsic, son parcours, sa stratégie de défense et ceux de Pauline Iramasouko, on a des profondes différences. Donc, on a 2 femmes, mais en fait 2 parcours, 2 femmes avec des responsabilités qui sont voisines, avec des faits reprochés qui sont similaires et au fond des parcours qui s'avèrent totalement différents. Mais aussi donc l'importance d'inclure pleinement les femmes, qu'elles soient victimes, actrices de paix ou autrices, voire parfois 2 ou 3 choses à la fois, à chaque étape du processus de justice transitionnelle, afin que cette justice transitionnelle puisse être intégrale et effective. Je vous remercie. Merci beaucoup Magali, c'est vraiment passionnant sur la mise en garde des deux femmes autrices de crimes dans l'égence de l'ensemble des stéréotypes. J'aurais peut-être une question pour commencer la discussion. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les avocats défense, parce que évoquer la défense, mais pas vraiment les avocats, donc ou avocates peut-être d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous peut-être à la fois pour Pauline et Bilia, et comment travailler
travailler aussi. Excuse-moi, Chloé, j'entends très haché. Est-ce que c'est moi ou est-ce que Timothée, tu entends aussi Oui, non, haché? non, oui, ça saute parfois, Chloé. C'est un peu saccadé, on t'entend pas très bien. Je peux comprendre que tu as porté sur les avocats et les stratégies de défense, je pense, mais j'ai pas tout suivi. Désolée. Mais je vais t'enlever ça. Ouais, non, ça saccade beaucoup, ouais. Et là, on t'entend plus. Je pense qu'elle a coupé ses écouteurs, mais je crois que c'est plutôt la caméra qu'il faut couper si le réseau est pas suffisant. Ouais, c'est peut-être ton réseau, ouais, Chloé. Ah, Ah bah d'accord, on l'a. nous sommes. Du coup, tu disparais. Euh, euh, Je crois que Chloé essaie de se reconnecter. Oui, je ne doute pas qu'on va la voir revenir. Ouais, sinon, peut-être en attendant, à moins que Chloé fasse sa réapparition. Ouais, je suis là, je sais pas, vous Ah, c'est bon? m'entendez? C'est bon, on t'entend très bien, Chloé. On t'entend Le son est bon là? Oui. C'est bon. Et donc, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant cette mise en regard de ces deux femmes accusées, condamnées de différents actes. Donc pour faire très court, en fait, ma question c'était sur les avocats de la défense, parce que tu avais évoqué les logiques de défense, mais l'avocat, donc ou avocate, est-ce que tu pourrais peut-être faire un profilage de... Vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est encore un peu haché, mais je t'entends. Ouais. Après, non, je peux pas. Et l'autre, donc pas c'est les connaissance sources. complète des profils. Pardon? Et la deuxième question, c'est les sources. Comment est-ce que tu as travaillé et publié? Voilà, je m'arrête là. J'espère que c'est pas trop haché. Sur les sources, j'ai été une juriste un peu classique au départ, c'est-à-dire que j'ai beaucoup épluché en fait les décisions qui ont été rédigées en fait par les deux tribunaux pénaux internationaux. Et comme on a la chance qu'on est sur des modes d'arrêt qui n'ont rien à voir avec les arrêts à la française, qui sont extrêmement courts, là l'arrêt de condamnation de Pauline Nyiramasuko et d'ailleurs de ses co-auteurs, hein, il y a plus de 1000 pages, donc ça permet en fait de bien prendre connaissance. Alors évidemment, en ayant une connaissance quand même, au départ, j'ai pas du tout la prétention de connaître autant que Timothée, mais je me suis pas mal intéressée au génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, donc je partais déjà avec pas mal d'avance de ce côté-là, mieux d'ailleurs que l'ex-Yougoslavie. Et du coup, c'est déjà des sources qui sont... Et j'ai fait la même chose évidemment pour Biljana Plazic. Et donc, ce sont vraiment des sources... Enfin, pour les jurys, c'est quand même des sources premières. Et ça permet justement de voir à la fois l'intégralité des faits qui sont inscrits dans l'acte d'accusation, comment le procureur les aborde et comment il a construit en fait son argumentation, et de voir en fait les réponses qui sont données. Et donc là, honnêtement, sur la neutralité parfaite du tribunal, en fait, en tout cas dans les documents qui sont rédigés, ça permet vraiment d'avoir une vision qui est claire. Il n'y a vraiment rien, alors, à moins que je sois passée à côté d'un élément sur les 1000 pages, mais en tout cas, pour l'avoir lu attentivement, il n'y a rien qui m'a semblé ressortir. Et puis après, j'ai lu tout ce j'ai essayé de lire la littérature qui avait été écrite autour aussi, pour mieux comprendre en fait comment ces deux femmes aussi étaient perçues. Et alors, en fait, à ces stratégies de défense, ça m'a un peu fait penser aussi à des choses au procès Sylvie-Kangwa, c'est-à-dire qu'on voit bien que, je pense que dans le cas de Pauline Nyiramasuko, alors certes, il y avait sans doute peut-être pas grand-chose à sauver parce qu'elle était quand même lourdement incriminée, mise en cause, etc. Mais on voit bien qu'on est aussi face à une stratégie de défense qui n'est pas très intelligente, quoi. Donc, et on sent bien que ça vient aussi d'elle, c'est-à-dire de ce qu'elle accepte ou de ce qu'elle n'accepte pas. C'est-à-dire que les avocats, c'est toujours la même chose. En fait, ils proposent, alors ils peuvent être plus ou moins bons, hein, évidemment, mais ils proposent des stratégies de défense et ensuite ça reste soumis à l'appréciation de l'accusé. Et sans doute, Pauline Nyiramasuko, au stade où elle en était, honnêtement, plaider coupable, ça aurait peut-être été plus bénéfique pour elle il n'y avait aucun doute. Alors après, le procureur peut toujours commettre des erreurs. Évidemment que tous les faits vont pas forcément, il va pas forcément réussir à convaincre de la culpabilité de l'accusé sur tous les points. Et c'était sûr qu'elle ne s'en sortirait pas de toute façon. Enfin, à moins d'être, faut être très optimiste quand on est dans cette situation. Mais donc on voit bien que la personnalité de l'accusé aussi et les choix qu'il fait sont aussi essentiels en fait
dans comment il va s'en sortir. Et autant Biljana Plavsic, elle est relativement subtile aussi sur sa manière d'utiliser les stéréotypes de genre, autant Pauline Nyramasuko, elle est c'est beaucoup plus caricatural. Et en fait, au final, ça se retourne encore plus contre elle, puisque les faits qui lui sont reprochés, et notamment les appels au viol, s'avèrent complètement contradictoires avec ce qu'elle met en avant de son identité de mère et de femme qui serait fragile et qui ne serait pas capable de tuer un poulet, quoi. Donc voilà sur la méthodologie. Je ne sais pas si si ça suffit, si c'est clair. Merci. Et le profilage et sur les avocats, Ça, je te disais au départ que j'ai pas travaillé sur cet aspect-là. Ce serait intéressant que je travaille peut-être avec quelqu'un d'un autre champ disciplinaire qui pourrait m'aider à travailler là-dessus, mais c'est pas quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Mais Timothée, je te donne la parole. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ça va? Ok, Oui, super. très bien. Merci beaucoup, Magali. C'était vraiment très intéressant et je connais un peu l'affaire Nyala-Masuko, mais beaucoup moins pour Plavsic. Et j'ai beaucoup aimé la mise en perspective des deux affaires et la manière avec laquelle en fait on leur reproche des choses assez similaires, ce que tu as bien montré. Mais au final, il y en a une dont, du fait de sa trajectoire avec la justice et sa personnalité et sa stratégie, eh bien, le bilan est totalement différent au final. Et juste sur deux, trois remarques, tu avais parlé tout à l'heure du père et du fils jugés, notamment du pasteur, donc Elisaphan Nakilutimana. Et c'est une affaire qui est en fait très intéressante parce que non seulement c'est un pasteur qui est mis en cause, qui est donc le père, mais le fils, c'est Gérard Nakilutimana qui lui est médecin. Et les deux officiaient dans un même centre qui était en fait une sorte de grand centre pastoral et médical à Mugonero, je crois, dans l'ouest du Rwanda. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement la dimension père-fils, elle apparaît quasiment pas dans le procès. Néanmoins, ce qui apparaît, et là c'est un parallèle que je voudrais faire assez rapidement, c'est sur la question de leur fonction et de leur trahison. C'est quelque chose qu'on voit souvent au TPIR, et même ça a été quelque chose qui a été beaucoup souligné au Rwanda d'ailleurs, au sein des Gachacha, mais aussi par Pierre-Richard Prosper, qui était le procureur en chef, du moins à la tête de l'équipe au moment du premier procès à Kayesu, qui voulait vraiment démontrer que l'affaire du génocide des Tutsis au Rwanda, c'était avant tout une affaire de trahison des élites contre leur population. Et donc très souvent, dans le registre d'accusation, soit des témoins ou même des procureurs, il y avait cette manière de toujours voir quelle était la fonction de ces acteurs en particulier et de montrer à quel point ils l'avaient trahi. Donc très souvent des bourgmestres, autorités locales qui n'ont pas protégé leur population, même qui l'ont fait tuer. Donc ce même retournement-là, un peu comme le féminin qui devrait protéger, même si là on est dans un autre registre, c'est ça qui est intéressant. Et le fait qu'ils ne l'ont pas fait, et c'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les prêtres aussi. Et je trouve que le parallèle avec les prêtres, il est assez frappant, parce que là on n'est pas dans une identité de genre, on est dans l'ordre de la fonction, mais les arguments des prêtres pour leur défense au TPIR, il y a eu 3 prêtres catholiques qui ont été jugés et un pasteur, c'est exactement les mêmes que ceux de Nyala-Masuko quand elle parle d'elle-même. La phrase de « je pourrais même pas tuer un poulet » qu'utilise Nyala-Masuko à la BBC, c'est exactement la même qu'utilise le pasteur Nakilutimana lors de son procès. Il dit « mais ces mains de prêtre, elles ne peuvent pas faire couler le sang ». C'est un argument qu'on retrouve très souvent, et avec cette idée qu'ils réutilisent vraiment à fond et parfois à perte. Ça change pas grand-chose. Le fait que leur image de prêtre et toutes les représentations associées vont à l'inverse de l'idée qu'ils représentent, enfin du moins de l'idée de participer à un génocide ou même le fait de tuer. Et je trouve ça assez intéressant parce que quand on met en relation avec, tu l'as dit à la fin, l'importance du plaidoyer de culpabilité dans ce genre d'affaires pour essayer d'établir une vérité sur les faits. Ce qui est assez frappant, c'est qu'au TPIR, et comme dans des procès en France et ailleurs d'ailleurs, hein, le plaidoyer de culpabilité, il est très très rare. Au TPIR, bon, il y en a un qui est frappant, c'est celui de Jean Kambanda, qui était donc Premier ministre, tu l'as rappelé, du gouvernement intérimaire où siégeait Pauline Nyala-Masuko, mais qui fait un plaidoyer de culpabilité, est entendu, puis après revient sur ses déclarations. Les quelques autres, je sais qu'il y a un conseiller municipal qui a plaidé coupable, un homme d'affaires, mais ce n'était pas leur position initiale, et à chaque fois ils ont réussi à manœuvrer. Effectivement, il y en a un, Bagalagaza, qui était
directeur d'une usine de thé très proche de la Cazou, donc des notables au plus près de la famille Habyarimana, qui lui a réussi qui a fait un plaidoyer de culpabilité pour crime contre l'humanité, si je ne me trompe pas, et qui a réussi à s'en sortir avec 7 ans de prison, alors que les faits qui lui étaient reprochés étaient assez importants. Mais moi, je m'interroge beaucoup sur ce fait qu'il y ait si peu de plaidoyer de culpabilité, et je me demande si, en fait, ce qui est en jeu, tu as parlé du manque d'intelligence de leur stratégie, je suis assez d'accord, mais plus que ça, et je crois que ça se voit au procès de Nyala Massoukou, c'est à quel point l'idéologie est omniprésente dans leur défense, notamment par rapport à la négation du génocide. Pendant son procès, Nyala Massoukou et ses co-accusés, notamment son fils Arsène Naobali, mais aussi sa femme, Béatrice Moulinesi, la femme d'Arsène, ils ont une ligne par rapport au génocide des Tutsis qui est très clairement révisionniste et négationniste. Il y a eu des Hutus qui ont été tués, il y a eu des Tutsis qui ont été tués. Le vrai responsable, c'est pas nous, c'est Paul Kagame et le FPR qui reprend le pouvoir. Il y a eu 2 génocides, enfin, etc. Tous les éléments de langage qu'on connaît assez bien. Et le fait qu'en fait, avant même qu'ils parlent d'eux-mêmes et de leur rôle, et avant même de s'en attribuer un, la manière qu'ils ont de reconnaître les faits est en fait totalement fausse, parce qu'ils reconnaissent une version falsifiée de l'histoire du génocide des Tutsis. Ils sont incapables même de reconnaître le côté univoque de manière cohérente jusqu'au bout du génocide des Tutsis tel quel. Et je me demandais si ici, il ne fallait pas voir un peu le fait que les accusés de génocide, notamment dans le cas du Rwanda, très, très souvent, ils sortent jamais vraiment de la guerre, qu'ils ont quitté le Rwanda en 1994, qu'ils ont essayé de s'enfuir, que beaucoup ont été rattrapés et qui sont restés un peu dans cet univers mental du conflit avec leur légitimité de dire que c'est eux les vraies victimes, qu'il y a eu un autre génocide, qu'ils ont voulu se défendre, alors même si bien sûr là-dedans il y a beaucoup de malhonnêteté, mais il y en a aussi une grande partie d'honnêteté et de sincérité parfois, et aussi à quel point dans ce cas-là, c'est pas aussi le rôle des proches et de la famille qui a pu jouer. Parce que dans le cas de Pauline Massoukou, et tu l'as rappelé, même tu as souligné un point qui m'a fait un peu échapper, c'est à quel point déjà elle est jugée avec d'autres et les autres se déchargent sur elle, mais aussi qu'elle est jugée en famille, qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent, mais qui sont eux aussi à fond dans l'idéologie du génocide, et après le génocide, toujours dans ce négationnisme-là, et qui fait que, et c'est quelque chose qu'on peut aussi voir dans d'autres procès, ça a l'air difficile pour des accusés de se dégager de ça, et donc de plaider coupable, si tous leurs proches et tout leur univers, et tout, que ce soit familier ou amical ou politique, tous sont dans cette même ligne, qui est totalement intransigeante, et qui ne leur permet pas en fait de plaider coupable d'une certaine manière. Je ne sais pas ce que tu en penses, c'était une remarque-question un peu large, je ne sais pas si tu vois cette question de l'idéologie et même des proches qui sont tous un peu dans ce même mood, si je puis dire, comme étant quelque chose qui empêche un peu ces plaidoyers de culpabilité. Oui, tout à fait. Et puis effectivement, ce qui m'a frappé, c'est que même plus que, et ça m'a fait exactement la même chose dans le procès Simikangwa, c'est plus que la négation du génocide, moi je trouvais que c'était l'idéologie, la haine en fait, qui reste hyper prégnante, et ils arrivent même pas à s'en cacher. C'est-à-dire que pourtant ce serait a priori d'un point de vue rationnel, ce serait évidemment au-delà même des questions d'éthique ou de morale ou de tout ce qui voudrait qu'on n'ait pas des idéologies de haine comme celle-là, mais en plus même d'un point de vue rationnel de stratégie. Dans le cadre d'un procès, c'est complètement contre-productif, et ça risque évidemment de générer, de contribuer à établir leur culpabilité. Donc oui, ça transpire quoi, de partout, et sans doute effectivement que le fait, enfin, un peu comme dans tous les engagements radicaux d'un point de vue politique, c'est très compliqué d'en sortir quand en plus toute sa famille aussi, ou ses proches, etc., sont dans le même courant de pensée, et qu'on est aussi on est membre d'un tout en fait. Et c'est très compliqué de dire je me suis trompée, ou j'ai eu tort, ou j'accepte de reconnaître ma culpabilité. Ça veut dire aussi sortir du groupe, quoi. Donc c'est sûr que c'est quand même extrêmement difficile.
pour les accusés. Alors, on voit bien aussi qu'on est quand même sur le fait que tout le monde se défausse l'un sur l'autre. Enfin, on voit bien quand même qu'on est dans un... J'y reviens parce que c'est vraiment important pour les juristes. Enfin, ça a des conséquences juridiques extrêmement lourdes, cette procédure qui n'est pas du tout la même que la nôtre, hein, et qui fait que il y a vraiment un match entre l'accusation et la défense qui est vraiment... on est vraiment dans un affrontement, notamment dans le cas des TPI. C'est moins vrai devant la Cour pénale internationale où la procédure a un peu été assouplie de ce côté-là, mais on n'est pas dans dans les procès qui s'inscrivent dans la tradition romano-germanique. On essaye quand même vraiment d'être dans une logique de construction de la vérité avec différents acteurs qui vont intervenir. Évidemment, chacun joue son rôle, hein. Le procureur joue son rôle, le parquet joue son rôle et la défense va jouer aussi son rôle. Mais on est beaucoup moins dans ce match en fait. Entre deux camps, qui est aussi en fait un vrai déficit pour la construction de la vérité des deux côtés. Et on voit qu'en plus les erreurs du procureur, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont relevées dans cet arrêt, elles sont graves en fait parce que le juge peut pas, enfin le juge corrige pas en fait. Donc si le procureur s'est trompé, le procureur s'est trompé, tant pis. Donc on est en train, et puis il y a un côté un peu dérisoire aussi de certaines discussions sur des points de détail minuscules sur un événement, alors que l'événement en lui-même est prouvé. Enfin, c'est vrai que c'est une procédure qui contribue pas beaucoup en fait à une construction en fait d'un récit qui se rapprocherait de la vérité. On a vraiment l'impression que c'est pas l'objet. Enfin, c'est pas l'objet. Non, c'est pas l'objectif en fait. L'objectif, c'est vraiment d'être dans ce duel autour de la culpabilité de l'accusé. Et effectivement, sur les fonctions, c'est très intéressant. Et là, on rejoint aussi un peu ça aussi, tu connais ça mieux que moi, mais le caractère vraiment très collectif du génocide commis contre les Tutsis. Et donc, le fait que des gens de toute profession, de toute classe sociale, etc., se retrouvent impliqués. Et c'est vrai que cette ministre de la famille, alors qu'elle soit ministre de la famille ou d'autres choses, ça ne change pas grand-chose, mais qui se retrouve dans une préfecture en train de lancer des attaques. Enfin, il y a un côté, plus personne n'est vraiment à sa place. Et aussi, du coup, tout le monde transgresse. En fait, les femmes, les enfants, notamment, qui par exemple vont exercer des violences, mais aussi, effectivement, chaque profession va transgresser en fait des normes culturelles, etc., qui sont... et c'est un procès aussi qui est très intéressant contre la radio-télévision d'Émile Colline aussi, où là, la dimension... c'est bien mis en exergue en fait le fait que ce média aurait pu contribuer à la liberté d'information, aurait pu contribuer à déconstruire en fait toutes les valeurs qui ont contribué à la réalisation du génocide, et qu'en fait il a fait tout l'inverse. Donc effectivement, je pense que l'accusation à chaque fois a essayé de montrer aussi comment chaque fonction, et notamment dans le cadre des médias, là c'est évident, mais comment chaque fonction aussi a pu apporter malheureusement sa pierre à l'édifice pour amener la fabrication du génocide, quoi. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Il y a une question dans le chat que je lis. Ça va, vous m'entendez? Vous parlez du mari de Pauline Nyirama-Suko et de son soutien Sam Camp pour Jana Plavsic. Quel rôle a pu jouer sa famille dans son jugement? Ça a coupé, je suis désolée, j'ai pas hyper bien entendu. Attends, peut-être que je peux la lire pour que ça coupe moins. Donc c'est une question de Jeanne Prin. Vous avez parlé du mari de Pauline Nyirama-Suko et de son soutien à sa femme. Qu'en est-il pour Biljana Plavsic? Quel rôle a pu jouer sa famille dans son jugement? En fait, c'est pareil. Elle s'est servi, elle s'est vraiment servie en fait aussi de son respect des valeurs familiales. Et j'en parlais avec l'exemple de Noël, mais c'est assez caractéristique. Et elle s'est vraiment ancrée dans le rôle de grand-mère respectueuse des traditions, qui fait de la pâtisserie. J'y reviens parce que c'est quand même hallucinant cette histoire de pâtisserie qui est dans cet arrêt du TPY. Je n'imaginais pas qu'on puisse lire un jour dans un arrêt d'un tribunal comme ça que le détenu occupe son temps à cuisiner, à faire de la pâtisserie. Du coup, ça veut dire que tout est OK. Mais là, on retombe aussi dans le stéréotype, comme si on pouvait pas faire, comme si on pouvait pas être un criminel tout en faisant de la pâtisserie, quoi. C'est-à-dire que ça... Donc,
Donc voilà, mais non, elle s'est. Après, je connais pas. Enfin, je veux dire, je suis pas non plus. J'ai pas fait une enquête complète sur la vie privée de Biljana Plavsic, mais ce qui est certain, c'est elle s'est beaucoup appuyée sur l'image du respect des valeurs chrétiennes et des valeurs familiales pour nourrir en fait son image de détenue un peu modèle ou de. Après, c'est vrai qu'elle a effectivement contribué au processus de résolution du conflit, hein, ce qui n'est pas du tout le cas de Pauline Nyaramassouko non plus. Enfin, c'est pas du tout la même histoire. Mais oui, oui, dans les deux cas. Et elle, le fait d'être mère et d'être grand-mère et d'être bien dans son rôle, en fait, ça joue en sa faveur. C'est ça qui est parfois paradoxal. Alors sans doute parce que justement, elle n'est pas impliquée. Enfin, alors, contrairement à Pauline Nyaramassouko, elle va pas commettre directement des attaques, parce que ça, je crois que c'est la transgression absolue, en fait, hein, c'est de vraiment se livrer aux violences soi-même. Elle va pas non plus commettre des violences avec son fils, et elle va encore moins inciter au viol. Enfin, en tout cas, ça lui est pas reproché dans le cadre de cet arrêt. Et donc, c'est vrai que Pauline, elle va très loin, en fait, enfin, très loin. Elle va en fait très loin, oui, dans la rupture des stéréotypes de genre et du coup, tout ce qui peut. Donc, en fait, elle est jugée quelque part, enfin, en tout cas, dans l'opinion publique, elle est aussi jugée pour ça, quoi. C'est-à-dire, au-delà de ce qui lui est reproché au sens strict au sein du fait de sa participation au génocide à tous les stades, c'est aussi de pas s'être conformée en fait à ce qui était attendu d'elle et à ce moment-là. Donc elles vont toutes les deux s'appuyer sur la famille, mais alors c'est pareil, il y en a une qui le fait beaucoup plus subtilement que l'autre. C'est ça aussi pour ça qui fait que c'est pas toujours possible de tout comparer en détail non plus. Mais oui, ça sert aussi, ça sert là à l'inverse, ça sert Biljana Plavsic, quoi. Juste pour rebondir très rapidement, quand tu parlais de transgression, je ne sais pas si dans tes recherches tu étais tombé sur le travail de Juliette Bourg, qui est une collègue à moi, qui est en train de terminer sa thèse sur les femmes de pouvoir au Rwanda pendant le génocide, et dont le travail est en fait assez intéressant, notamment sur la question de la transgression, parce qu'elle a montré, notamment dans le cas de Pauline Nyaramassouko, qui était donc ministre de la promotion féminine et de la famille, qu'en fait, elle fait partie d'une génération de, de femmes rwandaises Hutus qui ont réussi à gravir les échelons de l'élite et du monde fonctionnaire et intellectuel rwandais de l'époque, qui était effectivement très patriarcal, et à quel point en fait c'était des femmes qui avaient une allégeance, disons, assez féministe, du moins pour l'époque et pour la société rwandaise des années 60, 70, 80. Et tu parlais de le fait que la haine raciale était toujours présente. C'est assez frappant de voir aussi à quel point cet engagement féministe-là premier, et donc qui est moins rattaché à des, disons, des valeurs très traditionnelles, mais plutôt une forme d'émancipation féminine, au final n'a pas du tout empêché, au contraire, a nourri une forme de discours, lui, extrêmement sexiste parce que raciste, contre les femmes Tutsi, à l'inverse, d'où l'appel au viol. Donc je ne sais pas si tu étais tombé sur les travaux de Juliette, je pense que ça pourrait t'intéresser. Oui, tout à fait, je l'ai écoutée. Elle a participé aussi à un podcast qui a été fait justement sur Pauline Nyaramassouko. Absolument, ouais. Effectivement, après, je ne la connais pas personnellement, mais ses travaux sont très intéressants. Ouais. Et alors, moi, j'irais peut-être. Pour moi, ça ressemble vraiment aussi à un système totalitaire au sens où l'idéologie génocidaire, elle va prédominer, elle va finalement prendre l'ascendant sur tout, y compris sur le féminisme éventuel de certaines personnes, sur leur profession, sur leurs engagements passés, etc. Et ça va finalement amener les gens à laisser tomber ou à mettre de côté tout le reste pour se consacrer à une idéologie qui va dominer entièrement et à laquelle ils vont se donner aussi complètement. Alors il y a aussi quelque chose qui est assez troublant, c'est on voit que ces idéologies génocidaires, ça fait aussi penser à ce qu'on a pu connaître avec la Shoah, c'est finalement aussi quelque part entre guillemets la sincérité, c'est un drôle de ce que ça fait c'est pas du tout péjoratif comme mot, mais en fait il y a un engagement des acteurs qui dans le génocide qui pour un certain nombre d'entre eux est complètement sincère, c'est-à-dire que ça prédomine sur tout, quoi, y compris sur l'efficacité de la guerre, voilà. Donc c'est assez glaçant d'ailleurs de se dire en fait ils
ils préfèrent perdre la guerre que de renoncer à terminer le génocide. Enfin, donc oui, il y a une prégnance comme ça qui est majeure. Alors après, effectivement, c'est aussi cette problématique avec les femmes Tutsi, elle se retrouve aussi dans les 10 commandements Hutus, qui ont une dimension très forte aussi de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'après, moi, j'ai pas les connaissances historiques suffisantes, en fait, pour savoir si ça a une origine particulière ou si ça a été construit de toutes pièces, en fait. Alors évidemment, ça a été construit de toutes pièces, mais je veux dire par là, est-ce que ça a des racines profondes dans le racisme qui pouvait exister, ou si c'est vraiment quelque chose. Mais elle a un problème, en fait. Enfin, on se demande si elle n'a pas eu un problème privé, tellement c'est pareil, ça a l'air de la déborder, parce que des années après, elle est encore avec ça. Donc oui, c'est assez. Et j'ai pas je ne crois pas avoir lu, bien sûr, dans l'idéologie antisémite nazie, il y a le refus du mélange, en fait, des races, hein, qu'on retrouve bien, mais par contre, je n'ai pas le souvenir d'avoir lu des choses comme ça contre les femmes juives particulièrement, en fait. Donc c'est vrai que ça, c'est une particularité et ça interroge aussi, et c'est pour ça que je trouve dommage quelque part que ça, c'est pareil, c'est un point qui est en fait, évidemment, il apparaît dans l'arrêt, mais c'est pas du tout analysé ou traité. Et ça, je trouve que c'est un vrai manque, en fait, en termes en termes de contribution à la vérité, quoi. Je tente une autre question ou c'est encore saccadé? Ça va pour l'instant, Chloé. Donc, en fait, je me demandais s'il y avait d'autres femmes criminelles condamnées, notamment dans ce que tu évoquais tout à l'heure en introduction, au sein des tribunaux pénaux internationalisés. Est-ce qu'il y a d'autres cas de femmes condamnées pour crimes contre l'humanité ou complicité de génocide? Alors, j'ai peur de faire une réponse absolue parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut ignorer, mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc, il faut que je réfléchisse parce que je voudrais pas. Je reviendrai vers toi si je m'aperçois que j'ai dit une grosse ânerie, mais je ne crois pas qu'il y en ait. Au sein des tribunaux externalisés comme TPIR, TPY, je ne crois pas. En compétence universelle, dans le cas du Rwanda, si, il y en a deux autres. Oui, Deux sœurs, deux oui, religieuses. Mais en sinon, compétence universelle, oui, ouais. mais je pense que dans les tribunaux, devant la CPI, c'est non, et devant les tribunaux internationalisés, je ne crois pas. Et c'est quoi, Timothée, tu peux en développer un tout petit peu les femmes de compétence universelle? Pas à Paris, en tout cas, si. Je veux dire, les femmes condamnées en compétence universelle pour le Rwanda? Ce que tu viens de dire, oui, ce que Ouais, tu viens de alors dire. en fait, tout bêtement, le premier procès de compétence universelle en Belgique, celui de 2001, qui a été nommé celui des 4 de Boutaré, même région d'ailleurs que Nyiramasouko, on est encore dans le sud du Rwanda, dans cette préfecture qui a une histoire assez particulière, car il y a beaucoup de Tutsis et beaucoup de membres de l'opposition, ont été jugés en 2001, donc un homme d'affaires, un universitaire, ainsi que 2 religieuses qui étaient des bénédictines, je crois, au couvent de Sauvu, qui lui se trouvait à Boutaré. Et c'était la sœur supérieure et une autre. C'était sœur Gertrude et sœur Kizito. Ben, je crois d'ailleurs que Juliette Bourg, peut-être que je vais retrouver le lien, je peux le mettre, elle a écrit un article sur les deux, sur leur procès ou l'après-coup de leur procès. Et en fait, c'était assez intéressant parce qu'elles avaient la double particularité, non seulement d'être des femmes accusées de génocide, alors du moins c'était pas génocide dans la loi belge à l'époque, mais accusées pour les faits relatifs au génocide des Tutsis, en tant que femmes et en tant que religieuses. Et en fait, elles ont eu un rôle assez décisif dans les massacres parce que si elles n'ont pas participé directement, à mon souvenir, l'une des deux, je crois que c'est sœur Gertrude, a ordonné, du moins à donner de l'essence au miliciens Interahamwe pour qu'ils puissent mettre le feu à un lieu, peut-être au presbytère, où avaient trouvé refuge les, les Tutsis à proximité de leur couvent. Donc on jouait un rôle de, disons, d'accompagnement et de facilitation du génocide. Ce qui est aussi le cas d'autres prêtres, notamment le père Seromba sur lequel j'ai travaillé, c'est un peu le même genre de participation. Après, dans le détail, je ne saurais pas en dire davantage, ont toutes les deux été condamnées, je crois à des peines moindres que les deux autres, en vertu de leur poste à responsabilité pour Nézimana et l'autre accusé dont j'oublie le nom. Mais sinon, oui, c'est à peu près tout. Ah bah je vois, oui, voilà, c'est ça. C'est l'article mis en
ajouté par Jeanne Prin, merci. Le pouvoir de sœur Gertrude, une bénédictine complice de génocide, dans Clio, Femme, Genre, Histoire, en août 2022. Mais c'est à mon souvenir, en compétence universelle, dans ce genre de circonstances, c'est les seuls, je crois. Mais il faudrait que je redemande à Juliette, je pense qu'elle saurait peut-être mieux. Même parce qu'il y a aussi quelque chose à dire, c'est qu'il y a eu, en revanche, quand on rapporte ça à tout le contentieux, c'est peu, mais au Rwanda, et notamment dans les Gacaca, il y a beaucoup de femmes qui ont été jugées. Et des femmes d'importance, hein, pas que des personnes qui auraient joué un rôle mineur, même si ça a été le cas, mais du moins je crois qu'il y a une conseillère de secteur extrêmement importante, je crois que c'était Karushura, qui était à Kigali, qui était un des premiers relais du préfet de Kigali qui s'appelle Tarsis Renzao, et qui a joué un rôle clé notamment dans la distribution d'armes, et qui était une sorte elle a planifié une sorte d'accueil des miliciens et de ravitaillement des miliciens à Kigali pendant le génocide. Ce qui est intéressant parce que là, au final, on a quand même une sorte disons, de rôle stéréotypé féminin qui est réemployé et réutilisé dans le génocide. Celui du foyer, celui de l'entretien, celui de la restauration. Mais qui est pas du tout un rôle secondaire dans le génocide, parce que s'il n'y a pas de personnes qui s'occupent de la logistique, il n'y a pas de génocide. Mais il y a eu quand même beaucoup de cas, notamment d'autorités féminines, qui ont été au final jugées au Rwanda. Merci beaucoup. Et Magali, tu as publié sur ces deux figures? Oui, tout à fait. Dans une revue, justement, alors je suis en train de chercher le titre, c'est une revue justement qui a pour vocation de mettre c'est la revue qui s'appelle Diplômé, EES. Donc vous aurez compris qu'il y a beaucoup de contributions, il n'y a que des femmes qui écrivent à l'intérieur et il y a aussi, alors c'est pas forcément une conséquence, mais en tout cas il y a pas mal de contributions qui portent aussi sur le rôle, sur des sujets qui mettent en avant en fait les questions de genre, etc., quoi. Donc oui, j'ai pu le faire. Alors après, vous savez tous, pas tous, mais vous savez qu'après je travaille aussi quand même beaucoup sur les sujets de liées à la commission des violences sexuelles, mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment intéressant d'essayer de cerner la question par tous les bouts, quoi. C'est-à-dire de pas alors tu parlais de la Guyane tout à l'heure, mais c'est vraiment aussi une question qu'on ressort, c'est-à-dire de gens qui peuvent avoir subi aussi des violences graves, mais qui peuvent aussi se sentir résumés au statut de victime, quand bien même leur interlocuteur ne souhaite pas, quand même pour leur interlocuteur, ce serait très clair en fait, que ne sont pas ça, mais c'est vrai que il y a quand même une tendance parfois à faire des femmes exclusivement des victimes, donc ce qui est totalement faux, pendant ces périodes-là, où elles peuvent jouer comme les hommes en fait, des rôles à plein de niveaux. Donc ça m'amusait en fait un peu, ça m'amusait, je me comprends, mais ça m'amusait un peu d'essayer de regarder aussi de l'autre côté pour montrer aussi que voilà, il peut y avoir un rôle très négatif aussi des femmes, mais aussi alors ça c'était mais aussi pour s'en servir aussi pour montrer que la justice elle s'inscrit aussi dans un contexte la justice, elle n'est pas hors du monde en fait, donc ce qu'on retrouve sur les violences sexuelles avec les dimensions de culture du viol qui sont dénoncées, donc qui montrent bien que la justice est dans la société et qu'elle baigne dans les mêmes valeurs, voire parfois qu'elle contribue aussi. Alors, on le retrouve aussi dans ce cadre-là avec évidemment des magistrats qui soient au parquet ou qui soient au siège, même si là dans ce cadre-là ça a moins de sens pour cette justice-là, mais qui vont être aussi baignés par ces stéréotypes en fait. Et c'est vrai que je pense que tout le monde, beaucoup de gens en tout cas, on peut aussi en avoir conscience et prendre du recul, mais c'est vrai que le statut, alors je dis ça le lendemain de la fête des mères, mais le statut de la mère qui se retrouve à transgresser, je pense que c'est choquant en fait, ça vient résonner chez beaucoup d'entre nous vraiment effectivement comme une transgression. Mais la difficulté aussi qu'on retrouve là, et ce qui est gênant en fait aussi dans le cadre de la justice, c'est pas tant le biais quelque part, mais c'est l'absence, c'est comme si en fait le biais n'existait pas, ce qui est pire, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait aucun recul
par rapport à ce biais. Et c'est parfois un défaut en fait qu'on retrouve chez les magistrats qui sont tellement formés à respecter un certain nombre de principes, et qui pour le bien commun d'ailleurs, que parfois ils ont du mal en fait à reconnaître, même en leur fort intérieur, ou en tout cas au moins, je ne sais pas si c'est dans leur fort intérieur ou à l'égard de l'extérieur, mais qu'ils sont comme les chercheurs en fait, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on part tous avec aussi sa propre personnalité, ses biais, ses stéréotypes, etc. Et en fait, le nier, parfois, c'est pire que de le reconnaître aussi, et puis d'essayer justement de prendre aussi une certaine distance, en fait, par rapport à tout ce qui peut influer sur notre manière, sur notre perception ou sur nos décisions. Donc ça, je trouve que c'est... et à l'égard des femmes, je trouve que c'est... Donc, quelle que soit leur position, quel que soit leur rôle, je trouve que c'est particulièrement patent. Ouais, et puis il y a aussi la question de la composition de la cour, j'imagine. Donc je ne sais pas pour les TPY et TPIR, dans quelle mesure c'était très féminisé, à la fois les procureurs, cours, avocats, avocates. Peux-tu en dire quelques mots? Alors, et en même temps... Ouais, pardon. Vas-y. Non, je rebondissais là-dessus parce que justement, il y a un article dans lequel d'Isabelle Delplat où elle va au contraire mettre au contraire peut-être pointer une possible complicité consciente ou inconsciente aussi entre femmes de pouvoir, c'est-à-dire entre Biljana Plazic, Carla Del Ponte et Madeleine Albright en fait. Et donc une certaine peut-être aussi mansuétude qui peut venir de là. Mais je rebondissais aussi pour dire que, on est confronté aussi parfois c'est des choses que j'essaie aussi de faire passer dans le cadre des missions ou dans les cours avec les étudiants, c'est que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est aussi dépourvu de stéréotypes. Et parfois, il y a un danger aussi je dis pas que les hommes ils font nécessairement plus attention, mais en tout cas, je pense que les hommes sont parfois plus suspectés, parfois à raison, d'avoir des stéréotypes, et que parfois les femmes ont les mêmes. Il y a plein de femmes qui sont sexistes quand même, malheureusement. Et du coup, c'est important aussi, même quand on est une femme, on grandit aussi en fait dans cette culture qui nous envahit parfois notre corps défendant, et parfois on peut tous avoir des mauvais réflexes aussi. Ça vaut pour les violences sexuelles, ça vaut aussi pour le regard, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour le regard qu'on porte sur cette mère qui commet des choses affreuses. Et ça, je pense que que le magiste, que le juge soit ou l'avocat ou le procureur soit un homme ou une femme, je pense qu'on peut tous être... alors, je dis pas forcément de la même manière, mais en tout cas, on peut tous avoir ces stéréotypes-là. Et donc, les femmes aussi doivent être vigilantes aussi avec ces stéréotypes et essayer d'en prendre conscience et de les écarter autant qu'on peut, quoi. Et j'ai une question sur le tribunal d'opinion des femmes Sarajevo, qui est tenu au même moment que le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Est-ce que tu as travaillé un peu sur ce tribunal qui, a priori, prend un contrepoint absolu en se focalisant exclusivement sur les femmes victimes de violences sexuelles? Est-ce que tu as travaillé un peu? Je suis pas sûre d'avoir hyper bien entendu le début parce que ça a coupé. Sur le tribunal des femmes de Sarajevo, le tribunal d'opinion, enfin, je ne sais pas comment il s'appelle. Non, alors je suis désolée, je suis beaucoup moins savante que toi sur les tribunaux d'opinion, et donc je n'ai pas travaillé là-dessus. Parce qu'il y a toute une forme de justice féministe alternative qui émerge par le biais des tribunaux d'opinion de femmes, et non parce que le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a, de ce que j'ai compris, assez peu adressé la question des crimes sexuels, et que les victimes ne se sentaient pas représentées, leur récit n'était pas représenté dans l'enceinte du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Donc ce tribunal des femmes de Sarajevo au même moment, et qui allait être une juste quasi exclusivement féminine et féministe sur les crimes sexuels. Bah, tout à fait. Alors, en plus, je me répète un peu, mais on est effectivement en plus dans un procès common law. Donc, les victimes n'ont aucune place.
C'est-à-dire que elles sont, et alors à cette époque-là, donc des deux TPI, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que par contre des expériences malheureuses qu'ont pu subir un certain nombre de victimes, dont notamment les victimes de viol, ça a permis en fait de réfléchir dans le cadre de la CPI à apporter quand même des règles de procédure qui mettent un peu le holà à certaines pratiques déviantes en fait, hein, qui sont pas du tout, qui servent même pas le droit à la défense en fait, qui sont juste hyper choquantes et retraumatisantes. Et puis effectivement, ça rejoint aussi toutes les questions qui traversent aussi tous les courants féministes qui s'intéressent à la justice, hein, du caractère patriarcal de la justice pénale, qui a amené aussi certaines féministes parfois à questionner le dépôt de plainte en fait en cas de viol, aussi non pas pour des raisons d'efficacité ou d'inefficacité, mais parce qu'elles estimaient pour certaines que c'était contribuer justement à un système auquel elles ne souscrivaient pas, à la fois sur la nature de la justice pénale, mais aussi sur tout le système carcéral qui va autour et qui pose aussi évidemment plein de questions. Parce qu'effectivement, moi, évidemment, je ne cautionne pas les actes de Pauline Nyiramassouko, mais et effectivement, les conditions matérielles de détention à Arusha étaient tout à fait correctes du point de vue matériel. Mais c'est vrai que cette femme isolée, avec un procès qui dure pendant 20 ans, c'est quand même aussi, ça interroge aussi sur le respect des droits humains aussi dans ce cadre-là. Donc oui, il y a des réflexions très intéressantes qui sont menées sur les questions de justice. Et effectivement, c'est aussi comme ça. C'est aussi dans le cadre d'un congrès, d'un grand congrès des femmes qui est né la notion de féminicide ou de fémicide, je crois, initialement. Donc oui, il y a des choses qui peuvent mais qui avance. Et les TPI, c'est vrai que quand même sur la prise en compte des violences sexuelles, c'était pas parfait, mais ils ont vraiment construit une jurisprudence, notamment le TPIR, qui a marqué pour la suite en fait, et qui a permis d'inscrire les viols. Alors, il faut faire attention, c'est pareil là-dessus. C'est-à-dire que c'est très intéressant le fait de reconnaître les viols comme constitutifs de crimes contre l'humanité ou comme constitutifs de génocide, mais en même temps, le problème que ça pose, c'est que ça permet de reconnaître la gravité des viols et ça permet de les inscrire dans une dimension stratégique, mais à l'inverse, on perd aussi toute la dimension de la spécificité des violences sexuelles. Et c'est ça qui est aussi problématique, c'est que après, moi, je reste convaincue, mais toutes les approches peuvent être, évidemment, j'ai pas la science infuse non plus, hein, mais je reste convaincue que les viols, on ne viole pas par hasard. Le viol, c'est pas. Violer, c'est pas tuer. Il y a une dimension. Les viols de guerre s'inscrivent dans la continuité des viols de paix, si je peux dire. Et donc, il y a quand même une dimension qui est essentielle et qu'on peut perdre de vue si on s'inscrit trop dans une logique, en fait, justement simplement de stratégie idéologique ou de stratégie militaire en fait qui serait poursuivie par les auteurs. Donc après c'est comme tout, il faut trouver un équilibre et puis la multiplicité des approches aussi ça permet d'approcher la vérité, d'essayer d'approcher la vérité à travers plusieurs regards, mais c'est parfois aussi un peu le danger. Mais effectivement là ça a été décisif, ça permet d'accueillir les victimes et qu'elles soient reconnues, donc c'est sûr que c'est très important. Merci beaucoup. Donc on va être là pour le séminaire. On se retrouve le 10 juin pour la dernière séance du séminaire, et puis une journée d'études dont on vous communiquera le programme très prochainement. Normalement, ce sera aussi en ligne en Paris. Sera lieu à Paris au campus Condorcet HESS. Merci beaucoup de votre présence.